Bonjour Elsa, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode 10, parce qu'en plus, je l'ai dit juste tout à l'heure, qui a pour but d'évoquer la grossesse. C'est Ah ça, Elsa? ah, Ouais, tu avais c'est fait un petit ça. sondage, c'est ça, sur les réseaux, et ça faisait partie du sujet qui est plébiscité, c'est ça? Ouais, c'est un sujet qu'on nous a demandé quand on a ouvert un peu les propositions et nous, on a trouvé que c'était une bonne idée d'en parler puisque même si on n'est plus trop concerné, on s'en souvient quand même vaguement et que, en ce qui me concerne, j'aurais bien aimé avoir certains conseils de choses que je connaissais pas encore à l'époque et je pense que toi aussi pour, certaines Mm, choses. c'est vrai. Donc on a un peu rassemblé toutes nos idées et nos conseils et on va essayer d'échanger sur ce sujet avec nos spécificités, chacune de son côté. C'est sûr qu'aujourd'hui l'abord, de la grossesse par, les femmes, genre de femmes qui nous suivent, qui sont informées, qui ont envie de faire de la prévention pour la santé, elles ont pas forcément accès à tellement d'infos modernes, vraiment axées sur la prévention. C'est des fois on se noie un peu et puis, reproduire les conseils qu'on connaît de la santé des femmes, qu'on essaye nous déj aussi de transmettre, dans les autres épisodes. Mais, calquer quand on est enceinte, ça marche pas forcément pour tout. Il y a quand même des points d'attention différents. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tour de tout ça. Bon, en tout cas, moi, mes souvenirs sont un peu plus frais que les tiens, je pense. Certes, je le Toi, prends pas mal. tu as deux enfants de quel âge? De 9 et 13 Exactement. ans. Donc ouais, j'ai pas été 9 et enceinte 13. depuis une petite dizaine d'années les enfants donc, mais je m'en Et souviens très oui, bien, hein. et tu as beaucoup poussé le sujet, notamment, dans, ben, tout ce qui est, tu avais fait des capsules, sur la nutrition, la micronutrition, enfant, et du coup, je pense aussi tu as dû aborder la grossesse déjà là-dedans, dans toutes Ouais, ces en fait, capsules. je faisais une grosse formation en présentiel pour un institut de formation pour les kinés, où on voulait vraiment aborder cette question de, la période des 1000 jours. Je vous expliquerai un peu après, si vous voulez ce que c'est, dont la grossesse fait partie et donc j'avais un gros contenu et puis après, ouais, j'avais fait des petites formations, comme tu dis, un peu capsules avec des thématiques plus ciblées pour les gens qui voulaient pas s'engager dans une grosse formation, chronophage. Mais finalement, les différents sujets se sont accumulés parce qu'il y a plein de sujets à voir et que c'est quelque chose qui est pas très donné quoi comme formation. C'est difficile d'avoir ces infos-là. Mmh. Et donc là, je suis en train de terminer d'enregistrer finalement la grosse formation en e-learning. Donc je pense que d'ici quelques semaines, elle sera disponible. Il y aura une petite douzaine d'heures, hein. Je me suis bien amusée à filmer ça depuis mon canapé. Et donc oui, c'est des sujets que j'ai beaucoup creusés sur mon expertise à moi, qui est vraiment plutôt le côté micronutritionnel et hormonal. Mais je suis très curieuse de te poser des questions sur qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux femmes qui nous écoutent sur aussi l'activité sportive et l'adaptation qu'on doit faire pendant la grossesse. Et c'est vrai que, ben, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont pris pas là-dessus parce que c'est exactement la même chose qu'en micronutrition et nutrition. C'est encore récent, hein, les femmes qui s'entraînent, enceintes et qui Mmh. s'entraînent en postpartum. Encore aujourd'hui, on peut voir des commentaires sidérants, quand les femmes s'entraînent et qu'elles sont enceintes, du style: «Oh, tu vas avoir un prématuré, ton bébé va aller mal, tu fais des squats, tu fais des sauts, il va être un petit peu, ding ding». C'est des trucs très moyenâgeux, quoi, et aujourd'hui, donc il y a plein de kinés forcément qui se spécialisent énormément dans tout ce qui est rééducation, pour, Mmh. ben, le postpartum. Aujourd'hui, moi, je vois, et je fais un petit clin d'œil à Virginie Pouzet qui est coach et qui, ben, forme des coachs, justement, à mieux encadrer l'activité sportive des, femmes enceintes sportives, notamment à travers le renforcement, et comprendre aussi quelles sont nos limites dans l'activité sportive quand on est enceinte. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir aborder et qu'elle transmet énormément. Donc si vous voulez vraiment, voilà, avoir plus de profondeur dans ce que je vais évoquer, n'hésitez pas à aller checker aussi, son contenu qui est très bien fait. Mais oui, il y a des choses à faire. Il y a des étapes dans la grossesse, dans l'activité sportive, et il y a des choses à ne pas faire forcément, si on veut être intelligente et surtout si on veut récupérer correctement, Mmh. de sa grossesse. En soi, le bébé, aujourd'hui, il y a toutes les études, elles montrent, hein, qu'il y a pas forcément il y a pas d'impact négatif, quand on n'est pas contre-indiqué. Là aussi, hein, il faut bien, référer au cercle médical qui, de temps en temps, quand on a une grossesse à risque, on nous dit: «Non, non, non», et dans ce cas-là, on respecte totalement, l'avis.
Maintenant, quand ça ne l'est pas, il y a des choses qu'on va aborder, que l'on peut faire et des choses, pourquoi ne pas faire. Mais, c'est vraiment pour se protéger soi et d'avoir une meilleure récupération, par la suite et donc, ouais, une activité intelligente. Ouais. En fait, ce qui se passe souvent autour de la grossesse, moi je le vois dans mon abord à moi qui va être, tiens, quelle plante on peut conseiller, quelle vitamine on peut conseiller. Comme souvent on sait pas et comme il y a un autre, individu qui est en jeu et qui est un bébé, voilà, dont on veut protéger la santé, c'est sûr. Donc par définition, quand on sait pas, on fait pas. Ce qui est une bonne stratégie, je pense. Moi, en tout cas, je sais que même si je connais beaucoup de sujets et je suis bien formée et tout autour de la fertilité et de la grossesse, il y a plein de choses où simplement je ne sais pas. Par exemple, les huiles essentielles, je connais pas. Je sais qu'il y en a certaines qui sont autorisées, mais je suis pas suffisamment formée, donc j'utilise pas. Voilà, principe de précaution. Maintenant, ce principe de précaution par rapport au sport, bah ouais, on l'a peut-être un peu poussé à l'extrême. En tout cas, moi, comme tu l'as souligné, j'étais enceinte il y a longtemps. J'étais pas aussi sportive que maintenant, mais il y avait des choses que j'aimais bien faire et bah, j'ai plus rien osé faire, en fait. J'ai pas couru dès que j'étais enceinte, et j'ai fait comme tout le monde, je suis allée à la piscine et au pilates. Après, je reconnais, c'est grâce à ça que j'ai découvert le pilates et j'ai adoré le pilates et ça a beaucoup de qualités, le pilates. Mmh. Mais comme si d'un seul coup, il fallait se mettre en apesanteur dans l'eau et coucher sur un tapis et surtout pas de résistance, pas d'à-coups avec la course à pied et tout. Donc bah, là, c'est la première question que j'ai envie de te poser parce que je sais qu'elle va intéresser une des personnes qui va nous écouter. Est-ce qu'on arrête la course à pied dès qu'on a notre test de grossesse positif? Toi, tu dis quoi? Bah, là encore, c'est ce que je disais avec, cette histoire de, ben, déjà d'être clear au niveau médical si, ben, on a eu des grossesses à risque avant, s'il y a des prédispositions. Dans ce cas-là, il faut vraiment à chaque fois se référer, à un avis médical. Moi, en soi, j'ai jamais eu de problème de santé, j'ai jamais eu peur de l'activité physique enceinte en me disant: «Bon, ben, si je fais quelque chose de mal, je vais peut-être faire une fausse couche». J'ai pas du tout pensé à ça. Pour le coup, c'est un peu brutal, hein, ce que je vais dire. C'est que surtout pour des mamans pour qui c'est un peu fragile, c'est que je me suis dit: «Allez, ben, on va le vivre pleinement et on va voir, voilà, avec mon activité, c'est là où je me retrouve le mieux et je suis le plus en forme et donc en faisant mes activités, je suis le plus heureuse, donc je vais continuer là-dedans». Parce que pour moi, c'est ce qui est plus bénéficiable au Mmh. bébé, plutôt que l'inverse du coup. Donc je prenais peut-être plus de risques dans ma logique à ne rien faire plutôt que de faire. Mmh. Donc moi j'ai continué et non, on peut continuer. Il y a des femmes qui continuent, jusque très tardivement les impacts, niveau course à pied, et donc qui ne ressentent rien. Moi j'ai continué la course à pied, franchement, j'ai continué la course à pied jusque la fin du deuxième trimestre, donc non même pas, 3 trimestre, en fait jusque pratiquement, allez 7-8 mois et après en fait le seul, problème que j'ai eu moi, c'est que j'ai eu mal à la symphyse et c'est ce qui m'a fait arrêter de courir, donc j'ai marché. Mais c'est voilà cet aspect de cisaillement au niveau de la Mmh. symphyse pubienne, ce qui me faisait vraiment très mal et ben, dans ce cas-là, c'est à ce moment-là où moi j'ai arrêté juste parce que je ne pouvais pas. Mais Ouais. sinon non, il y a aucune contre-indication aujourd'hui dans la course à pied. Bah, je te rejoins sur le côté, psychologique dans le sens quelle, croyance et quelle, anxiété on peut mettre sur ces choses-là. Moi, je le dis souvent, que ça soit, bah, là, la personne qui m'avait posé la question, c'est ce que je lui ai répondu et ça peut être aussi ce qu'on dit pour, les kinés, les ostéopathes, les gens qui font de la thérapie manuelle et qui vont être amenés à accompagner des patientes qui sont enceintes. C'est vrai que moi, comment j'ai été formée et je continue à le transmettre, c'est de dire, on fait pas au premier trimestre, il y a plein de choses qu'on fait pas, alors qu'en fait, on pourrait les faire. Mais Oui, parce que statistiquement, il y a énormément de grossesses, surtout la première grossesse, qui s'interrompent dans les 12 premières semaines pour des raisons, totalement inévitables, souvent génétiques. Enfin voilà, c'est juste la nature, bon, c'est horrible, hein, je veux dire, c'est très dur à vivre et ça peut être dur à entendre s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent en ce moment. Ça reste un risque, c'est réel et parfois, il y avait juste rien à faire et on n'est pas du tout responsable. Sauf que le problème, c'est que si après, tu te dis: «Ah ouais, mais j'ai couru. Ah ouais, mais j'ai fait une séance d'ostéo. Ah ouais, mais j'ai bu de l'alcool et si ça se trouve, c'est à cause de ça». Donc en fait, si ça vous rassure de vous mettre un peu dans une bulle les 3 premiers mois parce que vous avez peur de ça et bah, si la fausse couche arrive, elle arrivera quand même, mais au moins vous pourrez pas vous flageller. Du ouais. coup, je comprends cette logique et comme toujours, c'est comme les compléments alimentaires. Moi, je dis toujours, si vous avez l'impression, si vous avez peur à chaque fois que vous mettez le comprimé dans votre bouche, ben ça va Faut pas faire le un effet prendre. négatif.
Bien sûr. Donc il y a des choses où moi je suis certaine, il y a des vitamines par exemple, c'est sûr, c'est même documenté que c'est bénéfique pendant la grossesse. Maintenant, Mmh. si une femme a une croyance par rapport à ça et qu'elle se dit, «Je peux pas, psychologiquement à chaque fois que j'avale une gélule, j'ai l'impression que je m'empoisonne», bah le fais pas en fait, parce que ça sera pire. Ouais. L'impact du système nerveux et des croyances est quand même super important. Maintenant, Mmh. voilà, c'est important que tu valides que, techniquement, il y a aucune contre-indication et il y a aucune preuve que courir avec impact au 1er trimestre, ça va augmenter le risque de fausse couche. Oui, ici et je veux juste quand même ajouter un truc, il y a 2 choses, juste par rapport au complément, ça tu me rappelles juste après, mais et ce que tu disais, c'est très juste. Mais en termes d'impact, moi, il y a un truc que je me suis mis en tête, vraiment, mais ça, c'est mon expérience et c'est peut-être mes croyances, c'est que je ne faisais pas de sport que je ne connaissais pas. Moi, j'aime bien Mmh, tester plein de sports, et par exemple, le cyclisme sur route, c'est quelque chose que j'adore, que j'en fais, mais à un niveau débutant et pour le coup, tu vois, j'étais trop débutante pour prendre, un vélo et du coup, aller faire du vélo sans tu vois, sans risque, plutôt, pas forcément un risque lié à l'activité, mais un risque parce que je suis pas assez compétente dans ce sport et après si par exemple, tu vois, moi j'avais commencé à faire du pilates à un moment donné, il y a plein de choses que je faisais pas forcément bien alors que j'étais enceinte et du coup je l'ai arrêté parce qu'en fait j'avais forcément pas de bonnes sensations et donc en mmh, fait, je suis restée que dans mon scope de pratique et ce que je savais faire, donc course à pied, du crossfit, musculation. J'ai fait quoi d'autre? Bah, après de la nage et cetera. Mais des choses que je savais bien pratiquer, sur quoi mon corps était à l'aise. Sur le premier trimestre, j'ai fait le pilates et j'ai arrêté au deuxième parce qu'en fait, j'avais aucune bonne sensation. Je m'étais même fait ouais, mal au dos, pour le coup et donc je me suis dit: «Allez, je c'est pas encore maintenant, je réimplanterai, le pilates, ben, en postpartum, mmh, au moment où en fait, ben, je pourrais récupérer des sensations» parce que là, je mmh, comprenais pas du tout comment mon ouais, corps fonctionnait à ce moment-là et après pour les compléments, comme tu disais, par exemple, moi, alors que par exemple, je vends de la whey et cetera, des compléments alimentaires, il y a des choses que je prenais pas. Par exemple, je ne prenais pas, j alors moi déjà ma whey, je peux pas la prendre, malheureusement en étant enceinte parce que du coup, il y a par exemple du HMB, c'est un métabolite de la leucine et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément assez de recul. Aujourd'hui, plein d'Américains commencent déjà américaines à les prendre même enceintes pour l'aspect anticatabolique, mais il y a quand même pas d'études et donc en fait, pour ça, j'ai pas pris et j'ai pas pris d'autres marques parce que je ne sais pas du tout ce qu'ils, foutent dedans. Le seul truc que voilà, je me faisais confiance sur ma whey, mais à cause du HMB, j'ai pas pris. La créatine et cetera, il y a plein de femmes américaines qui en prennent, par exemple, aussi enceintes. C'est pas quelque chose que j'ai pris non plus parce que j'étais pas à l'aise. Donc en gros, j'ai vraiment minimisé moi, par exemple, ma complémentation à, ben, plein de choses qu'on va voir là, des choses très ciblées qui permettent d'accompagner la grossesse, et qui permettent d'accompagner aussi le postpartum, par la suite. ouais. Mmh. Aujourd'hui, on a décidé de se cibler sur la grossesse parce qu'il faut choisir un sujet et qu'on ne peut pas parler toute la journée, même si en fait, on pourrait. Mais mais on se met un petit peu de discipline. Mais en réalité, la grossesse, ça s'intègre dans cette période, cette fameuse période qu'on dit des 1000 jours, mais en fait, c'est un peu marketing de dire 1000 jours. 1000 jours, c'est la grossesse et les 2 ans de l'enfant, les 2 premières années de l'enfant. Grosso modo, ça fait 1000 jours, du coup, c'est un peu stylé de dire ça. En fait, le principe, c'est un principe, scientifique qui est basé sur le fait que il y a une période d'opportunité préventive ou de vulnérabilité particulière dans la vie de cet enfant à naître, sur plein de points de vue. C'est beaucoup étudié sur le plan, cognitif et émotionnel et cetera. Alors c'est moins mon domaine, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont documentées sur, le microbiote et donc l'immunité, des facteurs, de vulnérabilité épigénétique, des choses comme ça, les perturbateurs endocriniens et donc si on se base sur ces choses-là, la vraie période de vulnérabilité, c'est pas vraiment 1000 jours, c'est plus vers le double. 3 mois avant la grossesse puisque c'est toute la période de la genèse des gamètes, donc de l'ovocyte et spermatozoïde qui vont être impliqués dans cette fécondation et probablement plutôt jusqu'aux 3 à 5 ans de l'enfant où il y a encore des vulnérabilités particulières. Donc en réalité, c'est plus long que ça, mais ça s'inscrit dans cette période et c'est cette période-là qui nécessite une attention particulière. Donc bien sûr qu'on pourrait, en fait parler de pré-grossesse, fertilité, grossesse, postpartum, mais bon du coup là l'épisode il durerait 4 jours donc on a décidé d'essayer de se centrer. Mais bien sûr c'est fluide, l'évolution elle est fluide dans la vie des gens et Après, je on peut voulais quand même, évoquer un petit pré-grossesse, avec, mmh, juste des petites choses qui sont importantes parce que du coup, on parle énormément de niveau hormonal et de cette fameuse, progestérone. Moi, je le vois avec les sportifs souvent, ben, qui sont pas forcément très,
bien dotés, par exemple en progestérone, Mmh. avec beaucoup soit de syndrome prémenstruel parce qu'il y a un déséquilibre énergétique, Mmh. REDS, etc. Et c'est des femmes qui ont beaucoup de mal à tomber enceinte ou qui peuvent souffrir de fausses couches. Mmh. Et donc, on pourra peut-être faire une petite parenthèse, mais peut-être pas élaborée. Ouais, mais Peut-être. aussi on peut en parler parce qu'en fait, c'est la suite logique évidemment que si on parle de la grossesse, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu, une période de fertilité donc forcément. Voilà. Après l'idée, c'est pas de culpabiliser non plus parce que celle qui est déjà enceinte aujourd'hui, elle va dire: «Oh j'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire les 3 premiers mois». En fait, Non. voilà, on fera rien parfaitement et puis il y a plein de femmes qui ont la bonne surprise de tomber enceinte en n'ayant pas vraiment préparé leur terrain et bon, faut dédramatiser quand même. Maintenant, pour celles qui veulent vraiment préparer leur terrain ou celles qui galèrent à tomber enceinte et qui sont donc dans un processus plus ou moins médicalisé où elles se posent quand même des questions, c'est sûr que si on a l'opportunité d'avoir un peu de recul avant la grossesse et de travailler cette période, grosso modo 3 mois avant, si c'est plus, c'est encore mieux, et de baliser le terrain au max et ne pas avoir aucune carence, on va revenir sur les micronutriments qui sont importants. Bon, particulièrement dans ce qui va être vraiment pré-grossesse, c'est connu, même les médecins le disent, hein, classiquement, travailler sur les vitamines du groupe B, la B9, voilà, en préconception, quand on peut. Et pour répondre à ce que tu dis sur la progestérone, c'est super important parce que parmi les causes, ce qu'on appelle les causes fonctionnelles de fausse couche, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas médicales, pas pathologiques, mais qui sont quand même explicables et qu'on peut prendre en charge, il y a 3 causes. Il y a les hypofonctions thyroïdiennes, il y a les déficits de méthylation qui sont très liés justement aux vitamines du groupe B, dont la B9 et il y a le déficit de progestérone. Donc la progestérone, elle est synthétisée, elle est diffusée dans le corps après l'ovulation, dans tous les cycles, hein, même quand on tombe pas enceinte. On en parle souvent parce qu'on l'adore, la progestérone, c'est notre hormone qui nous permet d'être pas anxieuse, de bien dormir, d'être organisée, voilà, de bien vivre notre fin de cycle. Mais si jamais, suite à cette ovulation, il y a une fécondation, c'est cette progestérone fabriquée par le corps jaune au niveau des ovaires qui va garantir le maintien de la grossesse jusqu'au la fin du premier trimestre. Après 3 mois de grossesse, c'est le placenta qui prend le relais. C'est ça aussi qui explique qu'après 12 semaines, en général, on est tranquille, on l'annonce à la famille et cetera parce qu'on sait qu'on n'a plus trop de risque de perdre la grossesse. Donc pour, vraiment stabiliser et garantir, qu'on en donne toutes les chances à cette grossesse au premier trimestre, bah, il faut être sûr que notre taux de progestérone est bon et que surtout, c'est le corps jaune, donc le résidu folliculaire de cette ovulation qui est suffisamment costaud pour tenir 3 mois. Donc d'abord ça, c'est cycle par cycle, hein, on peut jamais vraiment savoir. On peut faire des dosages, hein. Moi, j'encourage les femmes qui ont peur des fausses couches à demander à leur médecin: «Est-ce qu'on peut surveiller mon taux de progestérone régulièrement pour voir s'il suit bien la courbe, évolutive des premières semaines de grossesse?» Mais c'est sûr que ce que tu décris, une femme qui de manière chronique a des mauvaises ovulations avec des symptômes de progestérone basse, c'est-à-dire tout ce qui est syndrome prémenstruel, douleur dans les seins, spotting avant les règles, anxiété, fringales, déprime, troubles du sommeil, 2, 3, 5, 10 jours avant les règles en systématique, il y a des chances que ça impacte sa capacité à pas forcément à tomber enceinte, mais à garder la grossesse. À savoir Mmh. que parfois on peut avoir une grossesse toute débutante et on s'en rend même pas compte et ça ressemble à des règles, mais en tout cas, l'idée, c'est que si on n'est pas suffisamment stable en progestérone en post-ovulatoire, ça peut impacter notre capacité à maintenir une grossesse au premier trimestre. Donc c'est important, puis c'est pas très difficile à corriger, Mmh. mais c'est pas très exploré sur le plan médical, en fait, ça. C'est considéré comme un Ouais. truc normal, le SPM, donc Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui sont banalisées et puis du coup, on va opérer spécifiquement ça. Ben, par exemple, déjà des traitements spécifiques, on va les booster hormonalement les femmes à accueillir et à garder. Mais par contre, en fait, on peut vraiment, déjà s'assurer que, ben, le terrain est rehaussé par tout un aspect qui est déjà du style de vie. Moi, je vois les sportives, elles ont énormément besoin, même sans se dire qu'elles vont tomber enceintes, de rehausser leurs besoins, caloriques, de ne pas mmh, les sous-estimer et en plus, quand elles ont des activités, il y a du stress et cetera, ben, en fait, on se dit: «Oh ça va» et après on mange pas et puis du coup, quoi qu'il arrive sur une semaine, si vous regardez le tableau, on est déficitaire et tout ça fait que, ben, déjà, on n'est pas dans un bon confort hormonal, il y a pas une bonne communication cerveau avec ce qui va se passer derrière et on peut souffrir de tous les SPM, que tu citais et du coup, la sportive, elle est plus à risque, on va dire, de souffrir de ce type de problématique, alors qu'on va l'imaginer ultra en forme, tout va bien se passer, mais
Pas forcément, parce que c'est elles qui, peut-être prennent la pilule sur le long terme, peut-être qu'elles vont justement sous-estimer leurs besoins caloriques, Mmh. hem, peut-être aller s'entraîner énormément alors qu'elles sont, forcément, peut-être elles ont besoin d'avoir un aspect un peu plus sécurisant pour leur corps, si elles n'arrivent pas à manger plus et dans ce cas-là, elles n'arrivent pas à trouver la bonne balance entre les entrées et sorties qui font que le corps, peut-être peut accueillir mais n'arrivera pas à faire tenir. Donc voilà, bon, c'est pas après il y a plein d'autres choses, hein. Il faut se dire qu'il y a aussi plein d'aspects médicaux qui sont, vraiment envisagés, chez certaines femmes. Là, c'est vraiment la pure banalité qui est juste, préparer un terrain avec des outils que l'on possède et sur lesquels nous, on peut, communiquer et agir et conseiller. Est-ce que ça te dit qu'on commence, par exemple, par, le 1er trimestre et puis on évolue comme ça au fil des trimestres? Mmh. Allez, ça Ouais. part. Alors bon, on a évoqué, la préconception avec quelques spécificités et micronutriments. On peut partir sur le 1er trimestre. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu vois, dans ce 1er trimestre, important sur l'action? Encore une fois, pour moi, c'est fluide, hein. On passe d'un état à l'autre. C'est pas, 1er trimestre et puis je vais compter des jours et je vais changer ma stratégie complètement. C'est sûr que le 1er trimestre, la particularité, c'est que, déjà ça se voit pas, qu'on est enceinte, donc on n'a pas forcément envie d'en parler à tout le monde, c'est difficile de se positionner parce qu'on essaie de garder sa vie, enfin on travaille et tout ça, on fait du sport, bon voilà. Et en même temps, même si ça se voit pas, il se passe un truc de fou à l'intérieur de nous, sur le plan énergétique d'abord, parce qu'en fait, c'est tout petit. Dans l'absolu, c'est vraiment une toute petite cellule de rien du tout au départ, sauf qu'elle croît de manière complètement exponentielle au 1er trimestre et ça, c'est hyper, comment dire? Preneur d'énergie. Oh là, je n'arrive pas à parler. Consommateur d'énergie, pardon. Donc c'est sûr que c'est fatigant et ça s'explique comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, une multiplication cellulaire de manière tellement énorme, même si dans l'absolu, c'est petit, mais en relatif, c'est ça double, de taille, je sais pas, je sais même pas tous les combien, je connais plus les chiffres, mais je les connaissais à un moment. En tout cas, juste, c'est assez dingue, quoi. Si ça se multipliait à cette vitesse-là toute la grossesse, le bébé, ça serait un mammouth à la fin des 9 mois. Donc vraiment, le 1er trimestre, il est surtout caractérisé par ce côté très énergivore et qui peut être un petit peu contradictoire parce qu'on se dit: «Oui, mais j'ai pas pris de poids, ça se voit pas, personne me dit rien», donc faut pas oublier ça et du coup, c'est normal d'être KO et d'avoir besoin de dormir et c'est OK, quoi et c'est peut-être aussi OK de manger plus et tout ça et la Mmh. deuxième chose, c'est l'imprégnation hormonale parce que, oui, en fait, par rapport à un autre cycle où on serait pas tombé enceinte, à la fin de notre phase lutéale, on aurait eu des règles et puis on serait reparti sur un cycle hormonal avec une variation. Là, on part sur des hormones qui sont montées, puis qui sont plus jamais redescendues. Donc Ouf, on commence à ouf. avoir des taux hormonaux absolument gigantesques, entre autres la progestérone, encore une fois, qu'on adore, qui est une hormone anxiolytique et tout ça, Qui mais fait qui fois 3, favorise fois aussi le 5, sommeil. je crois. Mmh. Quoi? Elle fait fois 3, fois 5, à cette période-là déjà. Elle fait que monter, donc Mmh. c'est très cool, hein. Ça veut dire qu'au niveau du cerveau, c'est vraiment ultra cool. Moi, je peux vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais enceinte de mon fils, comme j'étais, comme beaucoup de femmes, de ma génération, un peu en charge de l'organisation familiale et tout ça, on avait prévu des vacances et on s'est pointé le mauvais jour. Voilà. Mmh. J'ai traversé l'Europe et je suis allée en vacances avec mon mari qui n'avait pas vérifié les billets évidemment, mais il avait l'habitude de pas vérifier parce que d'habitude j'avais un cerveau, mais on est arrivés le lendemain de notre réservation en Italie. Voilà et je l'ai hyper bien vécu. C'est-à-dire que l'anxiété 0, hein, mais Ouais, ça ça favorise le sommeil aussi, donc c'est sûr que vous allez avoir envie de faire des siestes tout le temps en 1er trimestre et c'est juste normal et ça, ça c'est bien favorise aussi indiqué. un autre truc qui est que ça favorise la laxité ligamentaire et ça Oui. va faire qu'augmenter aussi au cours de la grossesse, donc tu en parleras peut-être, sur le trimestre que tu as envie de dire, mais ça Mmh. veut dire qu'il y a peut-être un petit point d'attention au niveau du sport quand même par rapport à ça. Après si c'était le moment où vous vouliez apprendre à faire le grand écart, it's now baby. J'ai pas réussi moi. Ça a pas marché non plus pour moi, mais moi, je pense que c'est très important parce que, du coup, je vais parler du côté des sportives qui tombent enceintes et c'est vrai que, cet effet de la progestérone, cet effet où, aussi il y a cette HCG qui augmente là, de manière, graduelle là jusqu'aux 12 semaines et tout ça, ça implique, des nausées,
Ça Ouais. implique c'est variable, hein, d'une femme à une autre, mais du coup, ben, ça peut être culpabilisant pour des femmes qui, en ont beaucoup. Moi, franchement, j'ai eu jusque 4 mois une gueule de bois pas possible et qui s'est, résolue grâce à l'acupuncture, tu vois? J'ai tout Ouais. essayé et même, les bah, gingembre et cetera et au bout du compte, ben, c'est ça qui a marché, ça m'a mis 3 jours pour pouvoir, résoudre ce problème. Donc essayez même des choses sur lesquelles vous êtes peut-être sceptique, mais il y a ça et cette fameuse progestérone, c'est ce besoin-là comme que tu évoquais de dormir, c'est ultra culpabilisant pour, Mmh. une fille qui a l'habitude de bouger beaucoup. Alors je dis pas pour, les autres aussi, hein, je pense que ça peut l'être, mais quand on a l'habitude de s'entraîner, moi je vois, de manière régulière tous les jours et cetera, je me dis: «Je suis KO, je peux pas, j'ai envie juste de dormir». Je me dis: «Mais merde, attends, quand est-ce que je travaille? Quand est-ce que je m'entraîne?» Et en fait, je dors. Donc en gros, il y a une sorte de lâcher prise qui se crée déjà, dès le début, un travail sur soi, qui doit être un peu forcé. Et il y en a d'autres, elles disent: «Oh non, moi tout va bien et tout». Tu es là: «Putain, Oui, c'est qu'est-ce vrai que que je ça suis pas concerne pas tout le normale?» monde. Par exemple, les nausées, il y a des femmes qui ont rien et d'autres qui sont Oui, malades jusqu'à la fin de la grossesse. Donc qui ça vomissent s'explique aussi énormément. par ces taux hormonaux qui augmentent et qui saturent un petit peu les capacités hépatiques de détox parce que les hormones, ça se détoxique. Donc bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas lutter. On a besoin de ces hormones élevées pour maintenir la grossesse. C'est un état physiologique mais qui sort de l'ordinaire en termes d'imprégnation hormonale. Donc bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a aussi mal au sein, et cetera. Bon bah, on va pas prendre un traitement hormonal, on est enceinte, donc c'est comme ça. Par C'est contre, ce comme qu'on peut ça. faire, c'est essayer d'éviter de se surcharger avec plus de toxiques. Donc, de toute façon, on arrête de Mmh. boire, on arrête les perturbateurs endocriniens le plus possible. Ça aussi, c'est possible avant, mais si vous vous rendez compte que vous êtes enceinte et que bah, vous avez pas géré votre environnement, bah là, voilà, on refait pas la peinture, on n'achète pas des meubles pour le bébé qu'on va respirer, on enlève tous les cosmétiques. Vraiment, c'est important. Pas de teinture pour les cheveux, Mmh. vernis à ongles et compagnie, fini, hein, parce que c'est là qu'on le bébé est vulnérable et puis, c'est tous des trucs qui vont intoxiquer notre organisme, alors qu'on devrait être 100% dédié à détoxiquer proprement nos hormones. Je pense que ça, c'est Exactement. important. Et il y a une adaptation aussi physiologique qui peut toucher les sportifs, c'est qu'il y a la volémie qui augmente, donc le volume, Mmh. sanguin. Oui. Et ça, bon, bah, forcément, il y a plein de choses qui vont donc impacter l'activité. On va dire: «Mais pourquoi je suis moins bonne en ce moment? Pourquoi?» J'ai, par exemple, on a la fréquence cardiaque au repos qui augmente, 10 à 20 BPM, un peu comme quand on est fatigué en général, Mmh. quand on a du mal à récupérer. Ça devient, bah, sa baseline et après, bon, on a déjà une dépense énergétique, comme tu disais, qui vient basale, qui vient être augmentée. Pas autant que déjà, on va le voir pour les autres trimestres, même si, parce qu'il y a énormément d'autres choses qui se jouent. Là, on sait que, ben, on augmente déjà ses besoins et il faut pas alors qu'on n'est pas forcément au courant qu'on est enceinte, par exemple. Oui Donc, et qu'on a bonne mine parce que quand même avec toute cette progestérone et tous ces œstros, on est hyper glowy, on a des cheveux magnifiques, on a ouais. des super gros nichons, et pas de ventre. Donc tu te regardes, tu te dis: «Mais je suis une déesse». Mais tu es une déesse qui a besoin de dormir, voilà et qui est Besoin de essoufflée dormir au bout d'un étage. Oui, et de c'est manger normal. un petit peu et voilà. Donc et Voilà. qui a envie de faire beaucoup de ouais, de sieste et pas forcément on n'est pas Plus là de en sieste, mode, moins d'entraînement, c'est OK. voilà. Et voilà, il faut juste, se dire que c'est OK et on y va, Il y a déjà une petite variation de sensibilité à l'insuline au début du premier trimestre, avec des hypoglycémies réactives qui peuvent être possibles. Donc déjà, à ce moment-là, on peut commencer à envisager, ben, des plats beaucoup plus équilibrés au niveau de la charge glycémique, Mmh. pour moins souffrir de ces variations qui sont, ben, beaucoup plus occurrentes dans ce trimestre. Et du coup, il y a une tolérance immunitaire materno-fœtale, qui est du coup, bah, on a une modulation, on n'a pas d'immunité coupée, on va dire. Non, on On n'est pas alors souvent moi j'entends ça, on n'est pas mmh, immunodéprimé quand on est enceinte, c'est faut pas non, dire des mots comme ça, mais oui, le fœtus, il a la moitié de son génome qui vient d'une personne, extérieure, à notre famille, hein, c'est logique. Donc pour qu'il soit toléré, il faut que le système immunitaire s'ajuste, donc il s'ajuste, il passe un peu plus en tolérance. Il y a des femmes qui apprécient énormément parce que toutes les femmes qui ont des terrains plus réactifs, type maladie auto-immune, certaines sont hyper apaisées pendant la grossesse. mmh, C'est connu, il y a des femmes, je sais pas, sclérose en plaques, vraiment des maladies auto-immunes sévères qui disent: «Ah mais moi j'ai jamais été aussi bien que pendant ma grossesse». Alors attention, il y a souvent un rebond après c'est après et qui, aussi des maladies auto-immunes, bon voilà, moins dramatiques que celles-là, qui peuvent se déclencher autour des grossesses, au moment des grossesses ou en postpartum, un peu comme en périménopause, des moments de transition hormonale qui sont parfois un peu de vulnérabilité au niveau de l'immunité. mmh, Donc ça veut dire, bah, globalement, en fait, on dit rien de nouveau, c'est toujours les mêmes choses un peu qu'on dit, hein,
la prévention de terrain, comme tu disais par rapport à la fertilité, en fait, avoir un bon cycle hormonal, c'est la garantie de pouvoir tomber enceinte si c'est ce qu'on veut. Mais pour les femmes qui veulent pas tomber enceinte, on va avoir les mêmes stratégies parce qu'avec avoir un bon cycle hormonal, c'est la garantie de notre santé. Bah, Mmh. là, c'est pareil, en fait, manger des plats qui sont à charge glycémique raisonnable, c'est sûr qu'on a moins la possibilité de se tourner vers le sport pour gérer sa glycémie et son insuline, donc ça demande peut-être des ajustements pour des femmes qui étaient très sportives avant leur grossesse. Et faire attention à son immunité et bah, voilà, on est un peu plus vulnérable, il y a des choses normales qu'il faut connaître, Mmh. mais c'est toujours avec les mêmes stratégies. Après, globalement, juste un point d'attention qui est quand même assez fréquent, si vous êtes hyper essoufflé et hyper fatigué, il y a, dans une certaine mesure, ça peut être normal, mais il faut quand même surveiller de ne pas être carencé en fer, comme Mmh. c'est très fréquent chez beaucoup de femmes avant la grossesse. Mmh. Bah, c'est dommage de rentrer dans la grossesse avec une carence en fer. C'est pas au premier trimestre qu'on en a le plus des besoins augmentés, mais si ça n'a pas été bien observé avant, on peut rentrer en grossesse avec une carence en fer et c'est dommage parce qu'on va être encore plus vulnérable à la fatigue, donc il faut s'en occuper. Et sur ça, pour les sportives, faites bien attention que vous ne soyez pas en état inflammatoire. Moi, je le vois beaucoup. En gros, par exemple, on fait doser que la ferritine et on voit qu'elle est dans des bonnes normes, alors que bon, pas forcément la sportive, peut-être qu'elle est dans un état inflammatoire plus plus. Et en fait, elle se retrouve avec une ferritine qui est augmentée par rapport à ce que elle devrait être en fait, hein. C'est un système que tu pourras détailler, mais du coup, c'est un système qui fait que quand on est en état inflammatoire, on vient surstocker cette ferritine, mais ça ne montre pas qu'on a un bon taux. On est quand même Exactement. anémié, en fait. Ça Et peut être ça, trompeur. et ouais, je le vois chez énormément de sportives, puisqu'en fait, on fait un bilan de base au départ et on objective la ferritine et l'hémoglobine. Et on se dit juste, ben Mm. voilà, l'hémoglobine est bonne, et donc c'est bon et la ferritine est OK. Alors que pas du tout, cette jeune fille est entrée dans sa grossesse anémiée à cause de sa CRP. Les éléments qu'il faut connaître, mais c'est ça vraiment, normalement, les médecins le savent. Après, ça se perd parfois un peu en pratique courante, donc il faut que les patientes, des fois, elles insistent un peu. Comment on fait un bilan en fer, un vrai bon bilan en fer? Et moi, je le dis en fait à toutes les femmes enceintes, pas que celles qui sont sportives, parce que de toute façon, dans la grossesse, on peut avoir ces marqueurs CRP qui peuvent s'augmenter justement parce que l'immunité bouge un peu et qu'on peut avoir une petite réaction inflammatoire qui passe inaperçue d'ailleurs. Donc, on dose la ferritine qui a la forme de réserve du fer, mais c'est pas le fer circulant. Donc, cette ferritine, elle va augmenter. Le fer va être stocké dans le foie quand il y a une inflammation ou une infection. Donc, cette ferritine, elle peut être sur le chiffre artificiellement augmenté quand la CRP est supérieure à 5. Donc, moi, je demande toujours aux gens, est-ce que vous avez fait votre dosage de ferritine avec la CRP? Parce que si vous avez une ferritine normale ou haute, mais avec une CRP haute, alors la ferritine, en fait, elle est plus basse en vrai, mais on ne sait pas combien, donc on ne peut pas deviner. L'hémoglobine, c'est un marqueur qui est souvent fait en médecine, ça c'est pour détecter l'anémie, mais il y a beaucoup de femmes qui ont une ferritine trop basse sans être forcément anémiées, c'est-à-dire que ça n'impacte pas encore leur hémoglobine, ok, c'est Mais, bien, mais ça impacte d'autres fonctions comme la fonction mitochondriale, donc la fatigue. Donc c'est mais quand oui. même dommage de passer à côté. Et si on a une hémoglobine correcte, une ferritine correcte, mais une CRP élevée, bah du coup on dit je sais pas. Donc dans ces cas-là, on peut faire un bilan martial complet avec le coefficient de saturation de la transférine. Il y a des gens qui sont habitués à lire ces résultats-là et un peu se positionner par rapport entre les symptômes, le risque, l'alimentation aussi de cette patiente, de cette femme, est-ce qu'elle devrait se supplémenter ou pas. Après, ça va être surtout au 3e trimestre que les besoins réels sont hyper augmentés. C'est difficile de faire sans supplémentation, honnêtement. Et ouais, c'est difficile. Moi, je suis rentrée, par exemple, dans ma grossesse avec un 90 pratiquement en ferritine. Ce Et qui est bien. donc, c'est une bonne. Je me suis dit, ah, je suis bien là. Du coup, je vais être bien dotée jusqu'à la fin. Et puis, fin du premier trimestre, du coup, moi, quand j'ai eu à chaque fois ma prise de sang à faire, je rajoutais toujours ça en surveillance parce que je savais que 3e trimestre, on paye, on passe à la caisse hein, au niveau fer et vitamine D. Et du coup, je regarde et au bout du premier trimestre, déjà, je commençais à être à 40. Et là, je Ah me ouais. dis: «Waouh!» Déjà, donc j'ai commencé à me supplémenter. Je me suis supplémentée, en fer, du coup, pendant, près de la fin du premier trimestre, donc 2e trimestre et j'ai regardé de nouveau au 3e trimestre pour voir, donc à la fin du deuxième et ça avait encore baissé avec la Ah ouais. complémentation. Donc je suis descendue à 20. Alors
vraiment, ça montre que, ouais, il y a de réels besoins de pouvoir surveiller cet indicateur. En plus, parce que tout ce que tu viens de dire là pour, ben, le premier trimestre, en ce qui concerne le faire et l'objectiver, ça vaut aussi pour le postpartum, notamment au Mmh, moment où on est très fatigué et qu'on a plein de symptômes. Donc il faut suivre les mêmes recommandations. Mais en fait, il y a aussi l'accouchement, les pertes c'est de ça. sang et tout ça. Donc, en fait, on se retrouve encore plus démunis. Donc tout ça, ça se prépare. Il y a, oui, le troisième trimestre, il y a ces besoins accrus par rapport, ben, à la croissance, du fœtus, mais il y a Mmh. aussi la préparation du postpartum et de l'accouchement, quoi, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, on perd pas beau il y a des femmes qui perdent pas beaucoup de sang et c'est pas du tout forcément une boucherie l'accouchement, mais si on arrive au troisième trimestre hyper carencé, que le bébé nous pompe tout et qu'en plus, avec la perte de sang, on peut faire que baisser. Bon, souvent, c'est mieux surveillé quand même en postpartum, c'est surveillé. Les femmes, elles vont avoir assez facilement, des injections de fer et tout ça si elles sont très, très basses. Mais c'est dommage d'en arriver à des extrêmes comme ça, si on a la possibilité de le surveiller avant et d'essayer de le corriger au maximum par l'alimentation. Donc c'est viande rouge, lentilles, épinards, tout ça, un petit peu, mais c'est quand même principalement viande rouge, boudin, hein, c'est Ah oui. inégalable. Et puis limiter le café, le thé et les laitages proches des repas riches en fer parce que ça empêche d'absorber le fer. Après, Mmh. il y a un autre micronutriment, oligo-élément qui s'appelle le zinc, qui est hyper important dans le premier trimestre parce que le zinc, c'est un cofacteur de la multiplication cellulaire. Donc, quand on fait un embryon qui se multiplie Vitesse exponentiellement, grand on V. utilise beaucoup de zinc. Et le zinc, on s'en sert aussi pour l'immunité, la peau, les cheveux. Donc, on voit bien que là, c'est un combo femme enceinte. Le zinc, c'est important. Et le zinc, il utilise les mêmes transporteurs que le fer quand on se supplémente. Donc, c'est pareil. Si on part d'une assiette qui est très déréglée ou d'une situation où on n'a jamais fait notre bilan, on n'a jamais pris de complément, et on dit, tiens, je vais faire un bébé parce que j'ai 25 ans, je suis en pleine santé. C'est ça le discours, en fait, hein. Une femme de moins de 30 ans qui arrête sa contraception et qui veut tomber enceinte, on ne lui dit pas fais un bilan de vitamines parce qu'on considère qu'elle est en bonne santé. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins carencé et c'est dommage de devoir tout de suite se dire mince, maintenant elle est enceinte tout de suite et il faut remonter tous ses statuts, le zinc et le fer vont être en compétition, il faudrait qu'elle les prenne à deux moments différents de la journée. Ça se fait, mais plus on le prépare en avance et moins on a la pression et plus c'est tranquille et c'est facile de le faire, quoi, c'est clair. Et j'ai une question pour toi. Dans tes grossesses, combien de poids as-tu pris? Pour le coup? Alors, on n'avait pas du tout prévu qu'elle allait poser cette question, je le dis Ouais. hyper mal. C'est comme l'âge, tu sais, ça se pose pas Ouais, comme non, là, je question. le dis parce que je sais que je fais plus jeune que mon âge, mais les kilos, je l'ai mal vécu. En fait, mon fils, je pense que j'ai dû prendre entre 12 et 15 kilos, je me souviens plus trop, mais globalement, un peu ce qu'on dit qui est OK. Et alors, surtout, un mois après l'accouchement, j'avais retrouvé mon poids sans rien faire parce qu'à l'époque de mon fils, j'étais ni formée en nutrition, ni sportive. Mais j'avais 27 ans. J'avais donc un Mmh. métabolisme du feu de Dieu, et sûrement une bonne génétique. Ma deuxième grossesse, c'était ma fille et je pense, a posteriori, que je suis rentrée en hypothyroïdie dans cette grossesse, Mmh. hypothyroïdie fonctionnelle. Je suis concernée aujourd'hui, j'ai un traitement parce que j'ai, voilà, des médecins qui m'ont aidée à avoir un diagnostic, correct et à bénéficier d'un traitement, même si je rentre pas exactement dans les cases de la médecine, autour de la pathologie de la thyroïde. C'est assez fréquent en postpartum, soit pour des raisons d'auto-immunité, mais c'est pas mon cas, soit plus probablement dans mon cas pour des raisons d'épuisement de réserve, justement, parce que clairement, moi, j'ai fait 2 grossesses sans complémentation, sans rien connaître à l'assiette. Oh, les protéines, n'en parlons pas. À part me mettre la pression sur le diabète gestationnel, parce que je crois qu'il y a une période où c'était les recommandations, les Oh, ça guidelines l'est de toujours. ouais, Il y a toujours mais une c'était vraiment pression sévère parce là-dessus. que j'étais jeune et j'avais aucune raison, donc on m'embêtait avec ça, mais c'était pas du tout, ça me concernait pas du tout. Mais par contre, bah ouais, j'ai pas pris de zinc, j'ai pas pris de fer, j'ai pas pris d'iode. On va parler de l'iode, c'est hyper important. Et je pense que Mmh. ça a altéré ma fonction thyroïdienne. Et du coup, pour ma fille, je pense que j'ai pris beaucoup plus de poids et surtout, je l'ai pas perdu après, pendant Ah oui. longtemps. Et même dans le visage, ça se voyait, quoi. Donc, Mmh. voilà, les kilos. Moi, j'avais une question aussi pour toi dans ce cadre-là, mais Mmh bon, mh. les kilos, c'est une chose. Après, on le dit souvent, les kilos sur la balance, ça dit pas tout. Il y a aussi de la rétention d'eau. Il y a des femmes qui ont un Mmh. gros bébé. Bon, est-ce qu'on doit absolument rester sous les 12 kilos avant la fin de sa grossesse? Je sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue hormonal, métabolique et puis d'hygiène de vie où forcément on va quand même bouger moins et probablement manger plus, la composition corporelle, elle doit changer aussi un peu.
Ouais. Faut savoir que hormonalement, on est aussi programmé pour stocker du gras pendant la grossesse, de Mmh. manière à pouvoir restituer de l'énergie calorique par l'allaitement après. Donc il y Ouais. a des femmes qui veulent pas allaiter, mais leur corps est quand même fait comme ça, donc elles vont quand même stocker. Mmh. Est-ce que toi, tu as des données? Est-ce que tu sais, à combien de pourcentage de masse grasse on passe et qu'est-ce qui est normal? Parce que je sais qu'il y a des sportifs qui surveillent beaucoup ça et qui sont en mode, «Ah, je veux pas dépasser les 20 Ouais. mais peut-être qu'on peut tolérer plus quand même, non? J'ai pas de données précises là-dedans parce que du coup, j'avais regardé à l'époque et j'ai pas réussi à trouver, tu vois, un statu quo là-dessus parce que vraiment toutes Mmh. les femmes le vivent différemment. Moi, ce que j'ai remarqué, et alors dans mon cas, par exemple, moi j'ai pris 30 kilos. En fait, au bout du premier trimestre, j'avais déjà pris 9 kilos. Donc, je me suis dit: «Oh, à mon avis, je vais dépasser les normes les fameuses normes», et oui, effectivement, j'ai plus 20 après et à l'issue 30. Mais en soi, j'avais un gros bébé et en plus de 4 kilogrammes, et après, j'ai perdu, je pense à l'accouchement, 3 jours après déjà 15 kilos, en fait, Mmh. et je suis revenue à mon état de forme, enfin en poids de forme, attention, parce que la composition, bah, justement que tu Voilà, évoques, ça c'est elle était important. différente. Mais du coup, au bout de 3 mois, je faisais déjà mon poids quoi, à 62 au lieu de 60 en fait. Donc sans pression, Ouais. hein, vraiment, j'ai jamais fait de focus là-dessus. Au contraire, j'ai fait que de manger, manger, manger. Je me suis tout le temps écoutée, et je me suis pas fiée réellement à ces recommandations. Tu vois, quand j'ai commencé à faire plus de 9 kilogrammes, j'aurais dû dire: «Oh mince, qu'est-ce qui m'arrive?» et tout ça. Pas du tout. Moi, j'ai continué à rester dans un plat équilibré, mais franchement, je mangeais, à ma faim, quoi. Et par contre, Bah, en fait, il y a aussi ta composition de départ parce que toi, c'est tu es ça, c'est ce tombée que j'allais enceinte, tu dire. étais mince, tu avais un IMC bas donc en fait, là où Oui. toi tu fais +9, tu viens au poids que peut-être la femme d'autres femmes auraient eu en préconception Ah, parce qu'elles j'étais avaient quand pas même, ta shape, tu vois? j quand même, bah, tu vois, j'ai toujours navigué à 60 kilogrammes, avec, 1,72 m, tu vois, à peu près. Donc en gros, mon un vrai poids de forme, on va dire, c'est 62. Ça aurait été bien, tu vois, pour moi. 60, c'était difficile de monter. En fait, dès que je passe à 60, 62, c'est difficile d'atteindre ça, moi, enfin, avant. Peut-être que maintenant, bah, non, je suis nouveau à 60, donc voilà, c'est difficile d'avoir 2 kilogrammes de plus. Mais en soi, moi, Excusez-nous, nous les autres, vous nous écoutez, je suis dans votre équipe, hein. Ça m'énerve les il gens faut qui bien 2 trouvent pas, camps. qui n'arrivent pas à prendre 2 kilogrammes. Mais ça existe comme quoi chacune sa petite, Ouais, ses petits chacun sa complexes. croix, ouais. Mais par contre, moi, j'étais très sèche. C'est vrai que j'étais très dessinée avec une faible, masse, grasse, et pour le coup, je vois, et j'ai discuté avec énormément de sportifs qui étaient dans ce cas. Notre composition, elle a changé drastiquement Mmh. en ayant vraiment plus de volume. Déjà, moi, je vois, j'étais vraiment plus flotteuse, comme on dit, hein, avec plus de rétention d'eau, énormément, et vraiment beaucoup plus de masse grasse, et donc ça s'est vraiment décomposé, on va dire. J'avais beaucoup, alors j'avais toujours, du muscle, hein, ça c'est pas jusqu'à la fin, hein, tout le monde dit: «Oh, Il c'est va tu as pas quand même gardé de la s'évaporer a masse musculaire». priori. Non, et puis je me suis entraînée pour la conserver, cette masse musculaire, et c'est ce qui m'a aussi permis le retour, au Oui. postpartum rapide. C'est que moi j'ai conservé cette masse musculaire par un apport protéique, qui était constant pendant toute ma grossesse, et une activité physique qui stimule à chaque fois en fait cette croissance-là. Donc et l'anticatabolisme. Donc Mmh. en soi, ça a pas été un problème pour le coup. Moi, j'ai eu aussi cette pression sur, ben, le sucre, et du coup, est-ce qu'il y a pas eu, du coup, un diabète gestationnel? Parce qu'en plus, j'avais 38 ans. Pas du tout, je leur ai dit: «Mais franchement, je le Grossesse ressens». gériatrique, on la place? Grossesse gériatrique, allez, tu passes à tous les tests de femme vieille enceinte. Mais du coup, non, en gros, non, tout était OK. Mais par contre, ouais, tu là, et c'est difficile à accepter aussi, c'est qu'en fait, c'est dur à ce que je veux dire, mais c'est qu'en fait, on a un corps normal. Je ne sais pas comment dire, et du coup, on se voit avoir plus de masse grasse, moins de Mmh. définition musculaire, pas de veines. Moi, j'ai une veine sur le biceps, des veines sur les abdos, et je me dis: «Waouh, ben, et c'est quand même, et quand même là, je suis en train de qu'est-ce qui se passe quoi? Mon corps, et en fait, c'est une acceptation quoi, hein, il y a, et pourtant je m'entraînais. La compo, Bah, elle a c'est changé sûr que ça complètement. dépend dans quel état on rentre dans la grossesse et est-ce que ça fait une grosse variation par rapport à ton état hormonal? Parce que finalement, quand tu tombes enceinte, tu vas devenir, vraiment, Une super gonzesse. voilà, pleine d'œstrogènes et progestérone jusque derrière les yeux. Bon, ça, c'est physiologique et puis encore une fois, on stocke en préparation de l'allaitement,
Mmh. Ce n'est pas un secret de dire que Myriam Ockel allaitait en toutes circonstances, même en formation, Ouais. Qu'est-ce que c'était dur. au bout du monde. Mais moi aussi, hein, j'ai emmené mes enfants en formation, ou moi j'allais en formation Pilates en Belgique, je les ai allaités partout, là, dans un commissariat de police, dans un Leroy Merlin, je te jure, Un partout. train. Mais voilà, Mmh. c'était un choix, on pourrait en parler aussi de ce sujet-là, c'est un sujet fascinant, mais fait partie vraiment des choses qui permettent de revenir dans un état hormonal plus progressivement. C'est aussi plus facile à tolérer sur le plan émotionnel que la chute hormonale brutale si on n'allaite pas. Et puis, Mmh. on a ce côté métabolique, c'est prévu pour, donc ça consomme des calories une fois qu'on allaite et on va revenir à une composition corporelle normale. Mais c'est sûr que pour les femmes qui sont pas éduquées comme nous on l'est aujourd'hui, à la nutrition et au sport, on est obsédé par la balance et clairement, je pense que moi, après ma première grossesse, je suis remontée sur la balance et je me suis dit: «Ah trop bien, j'ai retrouvé mon poids». C'est pas sûr que j'avais retrouvé ma compo parce que vu que je faisais pas Ouais. de sport, forcément le gras ça pèse moins lourd que le muscle, mais c'est vrai que c'est bien aussi de se foutre un peu la paix, de prendre le temps de pouvoir reconstruire ses muscles correctement parce que comme tu l'as mentionné, dans ton histoire à toi, il s'agit pas d'aller faire n'importe quoi quand on a eu une grosse modification de la forme des axes de travail fonctionnels des abdos particulièrement et du périnée. Mmh. Donc, c'est quand même toute la structure de notre force après, notre colonne, en fait. Donc c'est important de repasser d'abord, de prendre le temps de rebâtir ça Ouais. avec souvent une approche qui est pas évidente pour des sportifs qui ont l'habitude de taper dedans, Mmh. comme toi, tu soulèves des lourds et tout ça et là, on vous fait allonger et on vous dit: «Faut te focuser sur, le Reconnecter. périnée, le souffle, ton transverse, avaler ton nombril, je sais pas quoi, serrer tes côtes». C'est un super apprentissage, mais je te rejoins par rapport au pilates. Moi, comme j'ai enseigné le pilates pendant longtemps, j'ai appris à l'enseigner, j'ai appris les termes pour que les gens comprennent quelle partie du corps il faut activer. Et c'est Mmh. clair que c'est une découverte. Après, c'est génial. Moi, j'adore, j'encourage tout le monde à en faire, ne serait-ce que pour pouvoir après aller soulever de la charge sans se faire mal Mmh. ou performer dans d'autres sports. Mais c'est vraiment un travail presque neurologique. Et Mmh je mh. comprends que le commencer pendant la grossesse, ça soit pas forcément plus simple parce qu'on te demande d'aller travailler des muscles que tu n'as jamais travaillé avec une conscience qui est compliquée Mmh. dans une période où c'est modifié. Donc c'est Ouais. pas forcément simple pour tout le monde. Mais Non. bon, c'est quand même une bonne indication si on est prête à faire l'effort, cognitif. Ouais, et sur le, postpartum, on va pas parler du postpartum, hein, mais tu vois, il y a beaucoup de femmes aussi enceintes qui ont accouché, qui disent: «Ouais, mais moi j'ai allaité, mais j'ai pris du poids. Mmh. Pourquoi, j'ai pas encore maigri?» Mais là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui allaitent et qui sous-estiment leurs besoins caloriques et au lieu de manger plus à ces moments-là, et ben, elles se restreignent parce qu'elles veulent perdre du poids et en plus elles Mmh. allaitent. Hormonalement, ça, c'est pareil, ça crée exactement le même désordre qu'on pourrait avoir, dans un cas où on s'entraîne énormément, on a des dépenses qui sont plus élevées que des entrées. Bah, là, on est encore beaucoup moins flexible, le corps est moins tolérant à un déficit énergétique parce qu'on est dans un état de survie et du survie du bébé qu'on doit allaiter et dans ce cas-là, il y a c'est drastique. On ne fait pas de régime dans un état d'allaitement. Au contraire, on s'écoute. Moi, je mangeais des pots de gras. Je tapais, du beurre d'amande, je devais toutes les semaines acheter des noix, des machins, je tapais dedans constamment et je me suis jamais posé une seconde, la question de: «Ah, c'est combien de calories?» Au contraire et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu déjà aussi retourner à un état de forme et c'est important parce qu'en plus si vous vous entraînez à ce moment-là, sachez que c'est super demandeur en termes énergétiques et donc il faut vraiment surévaluer ses besoins caloriques. Voilà. Il y a une partie des besoins caloriques de l'allaitement qui sont couverts par le fait de déstocker du gras et là aussi, je la place là. Comme on va déstocker du gras à ce moment-là, ça veut dire qu'on va déstocker tout ce qui est piégé dans le gras et les Mmh. polluants sont tous piégés dans le gras. Donc Mmh. si vous êtes enceinte ou vous allaitez et vous dites: «Ah ouais, ça y est, les perturbateurs endocriniens, j'arrête», c'est très bien. À n'importe quel moment, il faut mieux arrêter quand on en prend conscience. Mais en fait, ce qu'on va déstocker dans le gras, il est stocké depuis qu'on a fait le gras en question. Donc Mmh. c'est à retardement, hein, c'est vraiment vraiment pas cool à tous les niveaux. Mais donc il y a une petite portion de l'énergie calorique qu'on doit fournir pour l'allaitement qui, vient de ce déstockage de gras et qui nous permet de retrouver notre silhouette. Mais il y a une autre partie qui vient de l'assiette clairement et ce moment-là, si on allaite, dans un allaitement physiologique, c'est-à-dire, au-delà de plusieurs mois, voire plusieurs années, comme on a fait toutes les 2, ce moment où l'enfant il est pas encore diversifié, mais qui pèse 8 kilogrammes.
Et toi, tu dois faire 2 litres de lait par jour, c'est une vache laitière, quoi. Donc bien sûr qu'on mange. Moi, j'avais un copain quand j'avais mon bébé, son parrain, il était, sud-américain. Ils habitaient à côté de chez nous, on allait souvent leur rendre visite et les Sud-Américains, ils ont pas la même culture que nous sur, en gros, tu vas chez eux et tu te sers et eux aussi, ils viennent chez toi et ils se servent dans le frigo. Il y a pas on demande pas, Mmh. en fait, c'est comme ça, c'est la famille. Et quand j'allais chez lui avec le petit et que je l'allaitais, il sortait tout des placards. Il me disait, parce que je sais, tu vas défoncer mes placards, donc vas-y, je sors tout. Mais ouais, c'était le parrain de mon fils, donc il se disait que c'était pour son filleul. Et voilà, j'avais le droit d'avoir plein de calories et plein de gâteaux et dulce de leche. J'en ai jamais mangé autrement dans ma vie, mais ça, c'est calorique. Et bon, voilà, c'est comme ça. Après, quand même insister, attention, là, ce que tu dis, c'est aussi vraiment pour les sportifs. Si on bouge pas du tout, c'est pas la porte ouverte aux produits transformés non plus, calmons-nous. Non. Et puis vraiment ne pas oublier qu'on est vulnérable aux problèmes thyroïdiens dans les transitions hormonales et quand on n'a potentiellement pas pris assez d'iode pendant la grossesse, c'est le moment Mmh. où je le place. L'iode, c'est un micronutriment dont tout le monde est carencé parce qu'on n'a pas beaucoup dans les apports nutritionnels. Il y a beaucoup de compétition avec d'autres polluants, qui Mmh. est indispensable à la fonction thyroïdienne, mais qui est surconsommé dans la grossesse parce que le bébé a besoin d'iode pour fabriquer son système nerveux et son cerveau. Donc d'un côté, heureusement, même une maman carencée en iode, en fait, son bébé va lui prendre tout ce qui reste et dans la plupart des cas, il va pas avoir de problème neurologique, heureusement. Ça arrive quand même, c'est documenté dans l'autisme quand même, hein, donc bon, Oui, j'aime pas trop dire des trucs oui. alarmistes, mais il y a pas que ça dans l'autisme, clairement. Mmh. Mais voilà, c'est important d'être supplémenté en C'est une iode et en facette. plus, c'est Mmh. pas risqué. Et ça peut être une cause de altérer la fonction thyroïdienne d'une maman parce que tout son iode est passé à son bébé et d'un côté heureusement, mais ça l'empêcherait après de retrouver son métabolisme. C'est ce qui m'est arrivé et aujourd'hui ça va, mais franchement j'ai passé plusieurs années en errance et avec des symptômes qui étaient vraiment invalidants et en plus qui n'étaient pas reconnus. Donc Oui. moi, bah, j'avais plus 7 kilos, tout le temps fatiguée, les cheveux raplapla, les yeux tout bouffis, constipée, des crevasses sur les pieds. Enfin, tu te dis: «Bon, bah, c'est la vie de j'ai 30 ans et j'ai 2 enfants». Non, Ouais. c'est la thyroïde. Donc c'est bien de le savoir quand même et pour Ouais. pouvoir vraiment agir. Et d'ailleurs sur ce point-là, ben, pour le bébé, s'il n'y a pas assez d'iode, forcément il y a des impacts, des choses comme un QI qui est, beaucoup plus bas, du coup à la naissance et qui est irrattrapable. Ça aussi, il faut Sympa l'ambiance. le noter quand même, hein. Et il y a cette fameuse expression qui s'appelle, crétin des Alpes, qui parlait de toutes ces mamans qui étaient carencées en iode parce qu'elles n'avaient pas assez d'apport à l'époque, parce que pas de poissons, dans les hautes montagnes de mer, par exemple, ou des produits iodés et donc voilà, qui, pouvaient, avoir ce type de problématique dans la vie. Mais voilà, ça fait partie des nutriments. Là, déjà, on en a donné, quelques-uns, B9, B12, l'iode. On a donné, le Du coup, fer, l'iode, ça va avec le sélénium, faut le dire. Bon, c'est voilà des ouais, petites notions, mais le fer, le zinc, j'ai dit. zinc, Hem Après, forcément, on bah, peut bah, la vitamine D, tu disais, elle oui, va s'effondrer, puis elle est vraiment importante voilà, pour le soutien de l'immunité. Et puis, oui, on peut dire un mot sur les oméga 3 que tu voulais qu'on avance par trimestre. C'est vrai qu'au 1er, 2e ouais, trimestre, on va pouvoir, bien, valider les oméga 3, surtout en complément alimentaire. Maintenant, il y en a franchement dans toutes les formulations qui sont bien faites, elles sont pas toutes bien faites, oui, de multivitamines de grossesse. Parce qu'en fait, les oméga 3, c'est nécessaire, bon, à la réponse immuno-inflammatoire, à la communication cellulaire, donc à tout ce qui va être neurologique, sommeil, etc. C'est nécessaire pour le bébé. Et il y a des documentations aujourd'hui, des publications qui montrent que si on n'est pas carencé en oméga 3 en allaitement, donc, pardon, en accouchement, grossesse, donc accouchement. préconception et grossesse, c'est préventif de la dépression postpartum. Mmh. Alors, une fois qu'on est en dépression du postpartum, a priori, ça change rien de prendre des oméga 3. Bon, on va en donner quand même dans l'absolu pour ces autres raisons, mais c'est bien de valider ça vraiment au début de grossesse pour se dire, bah voilà, cette case-là, elle est validée, je baisse mon risque de dépression du postpartum, qui, pareil, hein, est lié à d'autres choses, il n'y a pas que ça. Mais le problème, c'est que les oméga 3, on les conseille dans les petits poissons gras, et les gros poissons gras sont très pollués aux perturbateurs endocriniens. Les petits sont Mmh. un peu moins pollués, mais sont pollués quand même. Donc moi, aujourd'hui, mon discours, c'est quand même de pas manger tant que ça de sardines et maquereaux quand on est enceinte, juste une fois par semaine. Éviter au maximum le thon et le saumon.
et prendre des oméga 3, c'est des huiles de poisson, mais qui sont filtrées, donc c'est propre. Mais il faut faire aussi attention à la source, puisqu'on sait que c'est vulnérable à l'oxydation, donc il faut prendre certaines marques, il faut quand même être exigeante. Mm. Et par contre, certains praticiens recommandent d'arrêter au 3e trimestre parce qu'il y aurait un petit effet fluidifiant sanguin des oméga 3 et que donc ça permettrait d'être sûr qu'on va pas favoriser une hémorragie, tout ça. Bon, moi, je pense que c'est un petit peu de la surprévention, mais si on a bien fait au 1er et au 2e, peut-être qu'on peut se calmer au 3e par sécurité, en effet. Oui et il y a, par rapport à ça, faites bien attention aux marques. Il y a aussi des marques qui aiment bien mettre dans les multi-compléments des oméga 3 en poudre et cetera. C'est pas forcément l'idéal, hein, d'accord? Heu, il y a des nouvelles technologies, mais on n'est pas encore au point sur ces technologies où on encapsule l'oméga 3, sous forme poudrée, parce que je me suis énormément renseignée là-dessus et du coup, quand vous avez un multi-complément qui vous met de l'oméga 3, qu'il y en a énormément, franchement, j'ai cherché pour me complémenter correctement durant ma grossesse, j'ai été choquée de voir ce business. Alors, autant en pharmacie, il y a des formes qui sont pas forcément absorbables sur la B9 et cetera, donc on a de l'acide folique. Il suffit qu'en gros, on ait un fonctionnement génétique qui fait qu'on ne peut pas méthyler, qu'on ne bien du coup, ça sert à rien du tout. C'est comme, se complémenter avec, de l'air. Donc il faut aller sur des formes B9 méthylées, quatrefoliques par exemple, B12 méthylées aussi. Ça, c'est des choses qui fait que on est sûr de les absorber. Il y a aussi on parlait des B9, B12, mais il y a des formes et il y a tout sur ce marché et donc des compléments des oméga 3 qui sont sous forme de poudre que je ne conseille pas. Si vous voyez ça dans vos compléments alimentaires, on n'est pas encore, technologiquement à ce point-là. Bah non, les oméga 3, c'est des graisses, donc c'est pas soluble dans l'eau et du coup, ça doit être formulé sous forme de gélules d'huile et vous devez le prendre pendant que vous mangez, que vous êtes en train de digérer les graisses et d'avoir vos sucs digestifs qui donnent la possibilité d'absorber le gras. C'est sûr que dès qu'on fait un multivitamine, alors moi, ce que je conseille, c'est des gélules, hein, c'est certainement pas des poudres. Donc on va avoir en général la gélule d'oméga 3 et la gélule de vitamine, D? hydrosoluble, quoi, des autres Mmh, vitamines. ouais. C'est sûr que si on voulait faire parfaitement, il faudrait tout prendre à l'unité et basé sur son statut sanguin. C'est-à-dire que, toutes les femmes enceintes sont pas exactement au même statut de B9. Peut-être que certaines ont besoin de 400 microgrammes, c'est le standard aujourd'hui. On est en train de le passer à 600. Il y en a qui ont besoin de 800. On voit bien d'ailleurs dans les protocoles de PMA qui sont très protocolaires comme leur nom l'indique, où on va donner à tout le monde pareil, toutes les femmes pareilles, sauf que d'une clinique à une autre, ils n'ont pas le même protocole. Donc en fait, ça repose sur des études, mais en fait, on devrait faire reposer sur le statut unique de chaque personne. C'est pas toujours possible, et si on s'amuse à acheter chaque vitamine et chaque truc à l'unité, ça devient un peu un casse-tête. Donc on peut aussi se dire, bon, je coupe la poire en deux, j'ai un truc, bon, les taux sont peut-être pas parfaits, peut-être je vais juste rajouter un petit peu de fer qui vient d'ailleurs, ou prendre mes oméga 3 ailleurs parce que oui, je veux pas qu'ils soient mélangés. Il y a des stratégies. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à étudier ces trucs-là, je les ai tous catégorisés, et j'en ai gardé vraiment que quelques-uns qui sont bien. S'il y en a qui nous écoutent et qui veulent connaître les multivitamines de grossesse qui sont bien, envoyez-moi un message privé, je vous dirai les 2-3 marques que je trouve Moi qui sont aussi, bien. j'en ai une pas mal aussi. Je pense qu'on a les mêmes, hein. Possible. Il y en a 3, 4, 5, on va dire, au total, et c'est pas forcément les plus chers. Il y a des choses qui sont en pharmacie, qui sont très chères, pas remboursées et qui sont très mal formulées, et en plus avec des excipients, des colorants et tout, qui sont hyper questionnables dans cette période-là. Donc honnêtement, faut pas Mmh. se fier forcément au plus cher, et c'est pas toujours ce qu'on va trouver au comptoir qui est le mieux. Il y a plein de fabricants qui vendent directement en ligne, et en plus c'est plus intéressant sur le plan financier. Enfin bon, voilà. Demandez-nous, on vous dira les marques qu'on aime bien. Envoyez-nous un petit message. Mais du coup, sur le deuxième trimestre, il y a plusieurs choses. C'est que pour qu'on puisse le balayer, c'est qu'il y a un état de bascule. Du coup, on a le placenta qui prend le relais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Mmh. niveau hormonal. Par contre, on a une installation progressive de la résistance à l'insuline qui va se créer à cause de l'hormone placentaire qui est la HPL lactogène. Et donc, du coup, elle a aussi un effet anti-insuline physiologique. Et donc, on a une baisse de l'utilisation du glucose par la mère, augmentation de la lipolyse, et donc on a des acides gras comme carburant du coup maternel. On a cette mammogénèse, donc une préparation à la lactation. On épargne le glucose pour le fœtus. Et donc, les conséquences glycémiques, le glucose reste disponible plus longtemps pour le fœtus. Donc, la mère, elle va basculer vers les lipides.
piège, on fait des pics avec les glucides rapides et donc on a des hypoglycémies réactives 2 à 4 heures là après un repas. Donc là encore, on a un focus encore plus important à avoir avec une répartition des glucides, avec une bonne charge glycémique dans ce cas-là, pour bien le vivre. Et du côté, c'est le trimestre d'or, donc on se sent bien. Normalement, les nausées, elles sont parties. On a de la forme. Alors, quand on est à l'entraînement, le deuxième trimestre, franchement, moi, c'est là où je me suis le mieux entraînée, hein. J'ai adoré m'entraîner au deuxième trimestre. La fatigue, elle tombe. Bon, quelques petites siestes quand même, hein, je vous avoue, hein. Là, il y a une sieste quotidienne qui y passait. Mais en gros, on a plus d'énergie perçue. Mais il y a une vigilance à avoir quand même. Il y a cette augmentation du volume sanguin. On a aussi, du coup, ce phénomène d'hémodilution qu'on va avoir avec une masse, du coup, érythrocytaire qui augmente, mais qui augmente moins vite. Donc, avec ce phénomène d'augmentation de volume sanguin. Et ça peut créer une anémie physiologique. Et aussi, il faut vraiment se dire que c'est le moment de mettre en place des stratégies au niveau de son fer, notamment fer héminique, si possible. C'est le moment de pouvoir checker, limiter, comme tu disais, tout ce qui est inhibiteur autour des repas si on se complémentait. Et il faut se dire, en tant que sportif, qu'on a un essoufflement léger fréquent maintenant. On a une ventilation minute qui augmente, hémodilution. Donc, on n'a pas, c'est pas une condition physique qui baisse. Et ça, c'est aussi un truc psychologique pour la sportive, de dire, ah ben là, oh, je suis en train de vraiment décroître, voilà. Le deuxième trimestre, il est là pour commencer à prendre du plaisir, par exemple, quand on bouge. Mais c'est pas le moment où on va se dire, allez, je vais faire la meilleure des performances parce qu'on va être impacté notamment sur le plan cardiovasculaire et le plan fatigue si du coup on est carencé en fer à ce moment-là. Mmh. Donc voilà, c'est les petites attentions que j'ai. Je ferai la petite attention sur la laxité sur le troisième trimestre parce qu'il y a un combo poids, la Ouais, laxité au c'est ça. taquet, En préparation. fait, Donc c'est pour là, ça que c'est le trimestre d'or parce que tout le côté, le premier trimestre qui est hyper ultra énergétique et hyper consommateur d'énergie, ça s'est un peu calmé. Puisqu'on ouais. n'a pas envie d'avoir un mammouth, la courbe, elle va un peu s'aplatir en termes de besoins énergétiques et en même temps, normalement, on n'a souvent pas pris encore trop de poids, on se sent bien dans son corps, on reconnaît son corps et cetera. Donc moi, j'étais pas Ça dépend pour sportive qui. comme toi. Moi, j'étais pas sportive comme toi, mais en tout cas, je me souviens de voilà, tu commences à acheter des vêtements de grossesse, mais en même temps, tu arrives à passer, les portes, quoi. Donc Oui. ça va, tu vis bien, tu peux faire ton travail, cognitivement, ça va, même si la progestérone fait qu'on a un peu le mummy brain là, où on a des fois, on se dit: «Waouh, je passais à côté d'une info», mais ça nous permet Ouais, d'apprendre à prendre du recul c'est ça. et qu'on est plus tranquille parce qu'on l'annonce et qu'on se dit: «Bon, il y a plus de risque de fausse couche et tout ça», donc on est en kiff et puis après, 3e trimestre, vraiment augmentation majeure des besoins en fer. Faut imaginer, on est à je crois que c'est 30 milligrammes par jour les apports nécessaires en fer, c'est-à-dire que par l'assiette, c'est quasiment impossible et c'est les apports pour se maintenir. Donc si on rentre et qu'on est déjà carencé, forcément, c'est impossible à atteindre. Donc c'est quand même là, ça devient difficile de pas se supplémenter, mais surveiller toujours, hein. Il y a quand même des femmes qui sont bien et faut pas en prendre trop non plus. Et oui, là, la silhouette, elle change quand même clairement. Le centre de gravité change, hein, ça dépend des sports, mais Mmh. moi, je travaille un peu avec des danseuses, souvent les danseuses, elles continuent à danser, pas forcément, danseuse d'opéra, je connais pas, mais c'est sûr que tu es en tutu juste au corps, peut-être qu'à 7 mois, ça commence à se voir. Mais ce qui est sûr, c'est que même si tu danses, je sais pas, la salsa, les tours, moi, je fais de la danse, faire des tours en danse, latine, il faut gérer ton centre de gravité. Là, à partir du 3e trimestre, le centre de gravité n'est plus au même endroit. Donc il y a des choses même plus complexes quand même et effectivement des petits risques d'accident si on fait n'importe quoi. Moi, si je vais changer quelque chose dans mon type d'entraînement durant ma grossesse, là, par exemple, c'est ce deuxième trimestre où en fait, je me sentais super bien, mais il y a des mouvements que j'aurais dû éviter, je pense. Je pense que c'est pas forcément utile. Alors, on peut le faire, hein, attention, ça veut pas dire qu'on va pas le faire. Moi, je l'ai fait. Par exemple, me tracter, les Mmh. tractions, par exemple. À quoi ça sert à ce moment-là? Il y a énormément donc de moyens de pouvoir continuer à simuler le tirage sans être, vertical et d'avoir ce phénomène de coning qui se crée donc avec, une pression ici sur la ligne blanche au Mmh. niveau des abdos qui s'écartent. Ouais. Là, le deuxième trimestre, le ventre est présent, donc on a ce phénomène qui va être beaucoup plus intense et donc une pression ici sur cette ligne blanche.
Moi, j'ai continué, j'avais de la force pour, malgré mon lestage. Du coup, Tu j'avais parles à quelqu'un des qui bonnes sait pas reps faire des max. tractions, même avec son poids de forme et en n'étant pas enceinte. Donc, tu sais, je te Ah respecte ouais. à l'infini, hein. À moi, à 20 kilos, je faisais encore des tractions strictes. Mais du coup, je me disais, ben mince, je fais plus de keeping. Moi, j'avais juste enlevé le keeping, c'est un balancier en fait qu'on crée, qui peut créer un étirement. Mais en fait, non. Je pense que moi, j'aurais dû changer, par exemple, ça notamment. Après, si vous utilisez des barres d'haltérophilie, c'est le moment où on a un ventre. Est-ce que c'est encore très utile? Bon, on aime bien se challenger. Le problème, Mmh. c'est que le centre de gravité change, donc la barre est envoyée devant. Autant prendre quelque chose, des objets qui permettent de laisser passer le ventre, donc des haltères. On peut Mmh. soulever toujours aussi lourd avec des haltères. J'ai pas du tout changé les poids. Pas du tout, au contraire, je soulevais lourd. Je faisais des reps. Par contre, j'essayais, par exemple, au lieu d'un back squat jusqu'en bas, je faisais plutôt du box back squat. Donc, du coup, j'avais une box sur laquelle j'allais m'asseoir et je faisais quand même du squat lourd, malgré tout. Ça changeait rien du tout à mon état physique, les pressions abdominales que j'avais. Je faisais plus attention après, là, c'est la transition. C'est vraiment le changement. En fait, on aime bien avoir des manœuvres de contraction qui sont de retenir sa respiration, la méthode Valsalva, Mmh. de faire une pression intra-abdominale, comme une bouteille d'eau qui serait complètement vide et qu'on viendrait compacter, fermer le bouchon pour qu'elle soit solide. C'est ce qu'on crée. C'est pas forcément très Non. idéal quand on a un poids qui s'ajoute sur le périnée. C'est Et Voilà, c'est pas idéal pour une femme de manière générale, parce que même hors grossesse, pousser sur le périnée, c'est pas physiologique, mais il y on a n'a d'autres pas manières. toute, cette éducation. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve ça bien de dire: «Le poids, c'est OK». D'ailleurs, franchement, bah, toi, tu as qu'un enfant, moi, j'en ai 2 et donc enceinte de la deuxième, mon gamin de 4 ans, il venait dans mes bras et il Bah pesait, oui. je sais pas 20 kilogrammes donc au final, personne se Ouais, tu dit: avais «Ah, du je poids. mon utérus va sortir de mon corps parce que je porte 20 kilogrammes». Bah non, parce que quand c'est tes courses ou ton premier enfant, tu le fais. Donc Oui. physiologiquement, on est faite pour porter du poids. Par contre, là où c'est intéressant, et je pense que beaucoup de femmes le découvrent en postpartum, et il faut dire aussi qu'en France, on a la chance encore d'avoir cette culture de la rééducation du périnée et tout ça qui est vraiment automatique. Il faut savoir que dans plein de pays, c'est absolument pas le Mais cas. pas Vous abdominal. parlez avec des Ils ont pas Anglaises, cette, voilà, ils ont vous parlez une avec récup des ouais. Anglaises, elles ont pas, c'est pas automatique d'aller faire la rééducation du périnée et elles ont beaucoup plus de problèmes de fuite urinaire et tout ça jeunes, et c'est genre un sujet de conversation en Angleterre. Donc nous, Mmh. on a quand même la chance que ça soit naturel pour nous d'aller faire ça Mmh mh. avec des personnes plus ou moins bien formées. Mais c'est presque un peu dommage, j'ai envie de dire, parce que oui, si vous nous écoutez et que vous avez l'occasion de pouvoir travailler sur ça, vous pouvez lire, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Bernadette de Gasquet. Alors elle a aussi écrit des livres sur d'autres domaines que je trouve moins pertinents, mais sur vraiment la physiologie de la grossesse, de l'accouchement, toutes les techniques d'abdos profonds, mais vraiment très doux, même pour des gens qui sont pas très entraînés. Mmh. Alors pour les athlètes aussi, parce que comme je disais, vous êtes habitués à faire des trucs de zinzin et personne vous a peut-être jamais appris c'est quoi le transverse et tout ça, activer les bonnes fibres. Mais c'était intéressant ce que tu dis, c'est qu'on peut faire lourd, mais en connaissant la cinétique, Ouais, l'anatomie et la cinétique d'un mouvement, pour dire je vais pas tirer sur des structures comme c'est ça. la symphyse pubienne ou la ligne blanche, parce que c'est là où il y a des tensions et ça va être difficile à récupérer derrière. Donc il y C'est a des ça. exercices hyper intenses qu'on peut faire et qui fonctionnent très bien avec la grossesse, mais soit vous On êtes les un change. expert, vous avez une formation, vous connaissez l'anatomie et tout ça et vous savez réfléchir à ça. Sinon, faites-vous accompagner par des kinés, des ostéos, des coachs qui sont formés à ça Ouais et qui et ont un vraiment, c'est raisonnement important. Ouais, autour du périnée et tout ça, parce que en fait, ça devrait être pour tout le monde, même pour les hommes et même pour les femmes qui sont pas enceintes. On bien devrait sûr. raisonner autour de ça parce que c'est ça qui maintient la sécurité de notre bassin, de nos organes et tout ça, et ça donne Mmh, de l'efficacité aux autres muscles. Une fois qu'on l'a découvert, ça, c'est gagné pour toute la vie. Donc c'est souvent autour de exactement. la grossesse qu'on apprend ça, donc c'est intéressant, mais On prend faites-le le plus vite conscience. possible. Renseignez-vous, c'est hyper intéressant. Je pense et d'ailleurs toutes les sportives qui sont pas enceintes, par exemple, et qui, soulèvent de la charge ou qui font de la corde à sauter et qui s'urinent dessus, c'est pas normal, c'est pas Mais non, rigolo. Moi, je vois des vidéos sur TikTok où je vois des filles qui font des deadlifts et qui rigolent parce qu'après elles doivent nettoyer la planche. Non, c'est pas drôle, c'est pas normal. Et après, bon, ben, si on fait ça et en plus en étant enceinte, alors imaginez, c'est une double pression, pour votre corps et ça va vous dézinguer. Alors peut-être que ça fera rien au bébé, d'accord, à ce moment-là. Par ah contre, non, si ça c'est sûr, vous-même, attention, c'est pas dangereux pour le bébé. là, ça a rien à voir. Mais par contre, pour vous, ça n'a aucune utilité d'utiliser ces méthodes si vous les utilisez de manière commune, et il faut commencer à
se dire le deuxième trimestre, c'est une période de conscience, de changement corporel et comment on respecte notre corps dans dans le mouvement et dans ses amplitudes pour ne pas créer de pression inutile. Et donc, Mmh. par exemple, là, moi, je squattais, mais je me mettais sur une box parce que je sais qu'après, au niveau des abdominaux, c'était compliqué. Donc ça, c'est des adaptations que j'ai faites. Par contre, j'aurais dû faire plus d'adaptations au niveau de cette histoire de coning à ce moment-là. Je me Mmh. suis dit, ah, le ventre n'est pas encore très grand, donc ça va. Et non. Donc, la méthode de contraction, de respiration, souffler sur les montées, ça c'est super important de l'adapter au deuxième trimestre. Et c'est pas une période, même si on est très en forme, il faut laisser un peu son ego de côté parce que c'est ça qui va préparer notre postpartum en tant que Oui. sportive, pas avoir un gros diastasis, de pouvoir, ne pas avoir mal au dos et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que ça se joue. Alors oui, on a un ego, on veut montrer que même enceinte, on peut faire plein de choses. Oui, en tant qu'on est sportive, on a envie de double challenger ça. Moi, j'en vois, des sportifs qui mettent sur les réseaux: «Ouais, c'est mon meilleur me je suis au 3e trimestre, je fais plus de 20 kilogrammes, je» mais catastrophe pour toi, en fait, hein, ouais, mais tu vas voir quand tu vas accoucher, que tu pourras, enfiler tes mains comme ça dans tes abdominaux et jouer avec ce qu'il y a au fond, bah, c'est c'est ça va pas être très drôle pour toi, hein, J'étais je te pas le prête. dis. Moi non plus, c'est venu comme ça. C'est pas un bon moment, hein, tu vois? Moi, j'ai eu de la chance, mais tu vois, j'ai quand même un petit écartement autour de mon nombril que j'ai encore gardé, qui est inutile, quoi. Et donc voilà, quoi. Après, bon, on passe au 3e trimestre et les points importants. Mais le deuxième, c'est déjà aussi ce point à prendre en compte sur la laxité ligamentaire qui vient Mmh. déjà changer ses amplitudes et dans lesquelles on va être plus confortable. Mais attention, c'est pas aussi des amplitudes sur lesquelles on est très à l'aise en termes de conscience. Voilà. C'est le fameux truc de dire que tu prends 2 pointures de chaussures. Alors moi, ça m'est pas arrivé, mais je l'ai quand même entendu souvent. Un peu Ouais. par écrasement de la voûte plantaire parce qu'il y a une laxité sur les ligaments des petits, des J'ai eu les qui pieds un peu relient qui ont les os grandi, internes moi. des pieds. Ouais. Donc bon voilà, c'est la progestérone, c'est une hormone, qui favorise la laxité de tous les tissus donc bah, voilà, on est relax du cerveau, mais on est relax des articulations aussi. Alors d'un côté, c'est cool parce qu'on peut peut-être, atteindre des amplitudes, si on était un peu raide, de se dire: «Ah c'est super, j'arrive à faire ça différemment». Mmh. Mais oui, ça veut dire aussi qu'on a moins, de sécurité par rapport aux entorses, par exemple, ces histoires de symphyse pubienne, hein, Ça pour file. celles qui sont pas formées à l'anatomie, la symphyse pubienne, une symphyse, c'est une forme d'articulation, mais qui est très rigide. Donc c'est au niveau du pubis, hein, c'est l'os qui est vraiment tout en bas, sous l'élastique de la culotte, on va dire. En fait, c'est déformé de deux parties qui ont un ligament très rigide entre les deux et qui subit du cisaillement quand on marche, quand on court, etc. Sauf que quand on n'est pas enceinte, bah bon, ça a du cisaillement. C'est là où les footballeurs font des pubalgies, hein, parce que justement, ils travaillent beaucoup de cisaillement et des fois avec des déséquilibres cinétiques entre les abdos et les ischio-jambiers. Bref, c'est un autre sujet. Mais si vous êtes enceinte, donc pareil, il y a un changement du centre de gravité, le bassin qui change ses charges, toujours du cisaillement par exemple, et en plus dans un état où le ligament il est hyper relâché et donc ce mouvement il va être beaucoup plus ample, ça peut créer un côté inflammatoire, même si la progestérone a plutôt une tendance anti-inflammatoire. Mais là, mécaniquement, ça peut être quand même mal vécu. Non, Donc je l'ai ouais, mal on a vécu. essayé d'avoir une attention un peu particulière sur les articulations, les soigner avec douceur. Voilà. Ouais, et en fait, c'est ça. Je pense que le 3e trimestre en activité physique, c'est douceur et en fait, on est en état de préparation à l'accouchement plutôt que de préparation physique. C'est fini, hein, il y a pas de gain, hein. Déjà, même au 2e trimestre, il y a plus de gain, en fait, hein. Le but, c'est le 2e trimestre, c'est de se conserver, on va dire. Le 3e trimestre, c'est de se préparer et on se prépare à avoir une bonne technique de respiration, se Mmh. connecter à, comment, par exemple, quand on va faire, par exemple, du ski erg, c'est peut-être, trouver un mouvement qui va s'adapter à ce qu'on va vivre à l'accouchement, plutôt que de dire: «Je vais tirer comme une malade, je vais tirer pousser sur mes abdominaux». Non, non, on va changer la méthode, on va changer les méthodes de tirage. Est-ce que c'est le but de faire des bornes à ce moment-là, alors qu'il y a toutes ces forces de cisaillement, qui viennent, s'appliquer sur la symphyse? C'est pas forcément utile. En fait, on n'est plus dans l'utilité d'un sport d'entretien, on est dans le but de se préparer soi-même à l'accouchement, voilà, de rester en forme, de conserver de la masse musculaire, mais de se préparer à l'accouchement par l'activité physique. Donc le challenge, et c'est là encore plus d'être encore plus accompagné là-dedans et d'avoir des gens qui sont compétents là-dedans, c'est quelle conscience on peut vous transmettre au 3e trimestre dans votre activité physique Mmh. pour bien vivre un accouchement et surtout pour ne pas
créer de problématiques, comme là, des gros tirages, des pressions intra-abdominales pas bien gérées et tout, pour bien accoucher et de pas avoir de problème, au niveau du dos, au niveau, de vos abdominaux et autres. Et sur la troisième période, trimestre, il y a une épreuve métabolique qui est de fin de grossesse. On a une sensibilité à l'insuline maternelle qui baisse fort. Du coup, là, on a une priorité au fœtus via le placenta. Il y a, du coup, le pancréas maternel qui a une sorte d'hypertrophie, et hyperplasie aussi des cellules bêta, donc on a une insulinémie qui augmente pour compenser. Donc attention, c'est le moment où il y a les diabètes gestationnels et c'est pas la faute d'une femme, d'accord? Ces fameuses, diabètes gestationnels, c'est que c'est ce relais-là qui se crée via le placenta qui vient, créer cette problématique de diabète. Bien entendu, ça se manage, hein, avec une bonne alimentation, de l'activité physique et autres. Et du coup, on a des clés nutritionnelles, c'est plutôt de répartir ici ces portions glucidiques sur sa journée, avoir des collations, par exemple, même au coucher. Mmh. On veut limiter à tout prix la cétogénèse nocturne. Il y a des femmes qui vont trop jeûner. Justement, c'est pas du tout bon, en fait, hein. Le jeûne, en étant enceinte, notamment au 3e trimestre, il est catastrophique, hein, pour, un bébé. Je pense que toi, tu le dis, on ne s'est pas concerté là-dessus, mais c'est c'est pas le moment, quoi, hein, de vous Non, appliquer c'est un pas le jeûne. moment. En fait, c'est pas de toute façon, c'est comme toujours, tout ce qu'on parle, moi avec ma mon amour des surrénales et toi avec en matière d'entraînement, on est toujours en train de parler d'adaptation, de dire: «On se désadapte, on se réadapte». La grossesse, c'est un énorme désadaptation, mais qui est physiologique, mais on a une grosse variable d'ajustement hormonal, De poids, métabolique, immunitaire, postural, cognitive, enfin voilà. C'est un truc de fou respiration. et d'ailleurs, Mmh, quand tu dis préparer à l'accouchement, c'est une épreuve comme tu pourrais préparer un marathon, en fait. C'est une exactement. épreuve musculaire, d'endurance, de conscience du corps, de respiration. Tu auras pas le droit de manger en plus, donc ça va être vraiment un truc, c'est un effort qu'il faut préparer. C'est pareil, en France, on a le droit à des séances de préparation à la naissance et vous pouvez décider de les faire chez des gens qui sont plus ou moins formés. Il y a tous les gens qui sont formés dans ces techniques d'accouchement naturel justement de Bernadette de Gasquet par exemple, c'est hyper intéressant parce que oui, c'est ce qui va permettre de se préparer pas au moment où on accouche, mais bien avant, à, comme tu disais, à la conscience de quel muscle j'active, comment je connecte cette partie de mon cerveau avec le nerf qui va à ce muscle dont on m'a jamais Ouais, parlé avant. Et c'est des trucs qu'on va garder après, qui vont donner de l'efficacité sur d'autres activités physiques après. Donc oui, c'est une opportunité. Voilà, si vous êtes hyper sportif, vous êtes frustré parce que vous pouvez plus faire des tractions, dites-vous que vous découvrez un nouveau sport qui consiste à accoucher et à connaître ses muscles profonds et à mmh, maîtriser son périnée et son transverse, sa posture, et que ça va vous donner en fait énormément de pouvoir. oui, après, Cette compréhension, c'est hyper puissant en fait. L'accouchement, ça peut être vécu comme un moment de puissance oui, si on a été bien éduqué, bien accompagné avant et qu'on a réussi à se c'est surtout saisir de ça. toutes ces opportunités-là. Mmh, D'un point de vue, c'est vraiment une épreuve sportive en fait. Donc, puisqu'on est dans cette espèce de désadaptation sur plein de points, vous n'allez pas jouer à ne pas dormir ou ne pas manger en fait. Il faut être un peu doux avec soi-même, c'est ouais, toujours quoi. c'est un moment où on inclut de la douceur, de la conscience de soi et c'est pas parce qu'on s'entraîne pas 3 mois comme avant, par exemple, moi je parle pour les sportifs, que ça va changer tout dans votre activité Mmh. physique. Au contraire, vous allez, comme tu dis, tu crées d'autres connexions qui vont être un gain énorme dans Mmh. une pratique et ça va nous conserver au lieu de créer, des tensions abdominales et cetera qu'on devra réparer sur plusieurs mois, en fait, on peut repartir directement dans un bon état de forme. Donc c'est ça où, en fait, il faut juste avoir un bon, il faut changer, il faut shifter son mental, shifter son ego, lui vraiment l'enfoncer dans sa poche et dire: «C'est pas le moment». Moi, je voyais, il y a des filles avec qui je m'entraînais dans des cours de CrossFit et qui, étaient à la fin dernier trimestre et on faisait du squat, par exemple, lourd. Moi, en postpartum, je lui disais: «Moi, j'y vais tranquille». Elle dit: «Ah, tu peux soulever plus lourd». Je dis: «Non, non, parce que moi, je suis pas encore très connectée là avec ce qui se passe en bas, donc j'y vais progressivement» et je lui dis: «Mais par contre, toi, ça sert à rien que tu soulèves aussi lourd». Elle me dit: «Non, mais moi, j'ai envie de soulever lourd et tout». Je lui dis: «Mais je suis désolée, hein, mais je veux dire que ça sert pas à grand chose. Aujourd'hui, là, peut-être apprends à respirer différemment, ne pas retenir ta respiration sur ton squat, souffler quand tu
enfin, quand tu squattes, etc., tu respires. Je pense que c'est pas utile de, voilà, mais il y a cet ego, et je n'ai pas envie d'expliquer pourquoi, mais en fait, le coach aurait dû la sanctionner, on va dire, un peu comme on fait avec les ados. Quand les ados, ils veulent mettre toujours plus lourd, etc., on doit, nous, être des Mmh. garde-fous en disant, ta technique est pas bonne. Et là, c'est plutôt, t'es pas dans le bon timing, on va te protéger de ça. Moi, ce que je veux que te challenger, pas sur le poids aujourd'hui, mais sur ta respiration, ta conscience plutôt corporelle en bas de ton squat. Qu'est-ce que tu ressens? C'est plus ça, en fait, le challenge. En fait, c'est pas la charge, c'est pas le chiffre, quoi. Et Donc, moi qui accompagne moins, pas des super athlètes comme toi, mais quand j'étais kiné, j'accompagnais beaucoup de femmes en rééducation du périnée avec un glissement vers la rééducation abdomino-pelvienne, et cetera, où je leur expliquais des choses. Et mmh, en fait, quand tu sors ton bébé de son berceau, quand tu sors ton bébé pardon, mais du fucking siège auto, là, le truc, c'est un ingénieur de la NASA qui l'a conçu, mais par contre, toi, pour le sortir avec ton périnée en vrac, t'as intérêt à savoir respirer, surtout quand le môme, il fait 6 kilos. Donc en fait, c'est des skills de la vraie vie, de tous les jours. Apprendre à placer son dos, à mettre mmh, sa force au bon endroit, à mettre son souffle au bon endroit, à mettre son intention au bon endroit, c'est un vrai truc. Et après, c'est des choses qui vont vous servir. Tu veux faire de la danse, on va toujours te parler de ça, du centre, de ton centre de gravité, de ton cadre, de ton corps. Et vous aussi, en fait, c'est pareil. Si tu peux soulever lourd, mais tes biceps vont pas gonfler si t'as pas une bonne structure au niveau de ta colonne, ton périnée, qui est tout ton centre, mmh. qui maintient ton corps. Donc c'est un peu ingrat parce qu'on se dit ouais super, elle me fait respirer en profondeur, super. Ouais, Mais en fait si, c'est vraiment un truc d'athlète, c'est un et challenge. athlète du cerveau en même temps. Et c'est Mmh, seulement une fois que tu auras rebâti ça que tu vas pouvoir faire le reste. Mais du coup le reste ça va aller vite après, ça va bien marcher. Donc ouais. il faut accepter ça. Sur le plan, du coup, peut-être micronutritionnel, là, on sait qu'il y a le fer en surveillance plus Mmh. plus. Les carences, ben, la vitamine D à avoir aussi, ben, bien anticipé déjà, je Mmh. pense, pour être, OK sur le troisième trimestre. Hydratation soutenue, ne surtout par temps chaud, hein, là forcément, on fait attention au sodium, magnésium si crampe, s'il y a besoin d'apport, on peut aussi les avoir de manière naturelle, hein, dans l'alimentation, mais il y a du coup un vrai focus. Pour le tissu conjonctif, ben, des protéines suffisantes, vitamine C, oméga 3 pour l'équilibre inflammatoire. Et du coup, ben, en pré-accouchement, on doit aussi avoir une montée de la sensibilité à l'ocytocine. Et juste moi, juste avant de basculer là-dessus et pour clore un petit peu, le podcast, sinon il ferait 2 heures, c'est que les beaucoup de femmes viennent avec un système nerveux trop activé et du coup, arrivent à l'accouchement, et moi je parle du côté des sportifs, je viens avec ce drapeau-là, avec un système nerveux, un système, parasympathique, sympathique pas équilibré, et donc hormonalement, on n'arrive pas à déclencher les hormones qui permettent de stimuler l'accouchement, Mmh. et donc d'être dans un état de bien-être, pour pouvoir justement, dilater son col et cetera, favoriser le travail et autres. Et ça, les sportives, souvent, en fait, comme elles sont hyper dans le mental, elles vont se couper hormonalement de la production, bah, elles vont se couper de cette production hormonale par le mental, et donc ben, forcément, ces histoires de déclenchement et autres, parce que, ben, du coup, elles sont dans un système nerveux qui ne les autorise pas à être dans ce relâchement qui permet, l'accouchement serein. Donc voilà, juste un petit travail là-dessus en disant que même sur le troisième trimestre, peut-être c'est de pouvoir calmer la cadence pour pouvoir être dans un état de bien-être qui, arrivera à un déclenchement de l'accouchement serein. Voilà. Du coup, je suggère une lecture qui est absolument incroyable pour moi. Je l'ai lu après mes accouchements, malheureusement. C'est un monsieur qui est décédé il y a pas très longtemps, qui s'appelait Michel Audin, qui était un médecin et qui a fini sa carrière comme sage-femme, sage-homme, Ah ouais. parce qu'il en avait marre de la médicalisation et la surmédicalisation des accouchements. Et il a écrit des livres il y a 40 ans, 30, 40 ans, qui sont toujours d'une modernité dingue, et où il parle de choses moi aussi je parle beaucoup quand je parle des surrénales, c'est-à-dire de revenir à notre état de mammifère. Et ce que tu dis, le système nerveux, c'est notre système d'alarme de mammifère, en fait, de quand on était dans les grottes et qu'il y avait des prédateurs. Et en fait, les mammifères, quand elles mettent bas dans la nature, quand elles accouchent pas avec des néons et une équipe qui leur crie dessus et qui leur met des bip bip de partout. En fait, ça te met en état d'alerte. Quand une femme accouche naturellement, elles accouchent beaucoup dans les toilettes, les pompiers peuvent le dire, parce qu'on a besoin d'être dans un petit endroit confiné, d'être dans le sombre et d'être seul. Et voilà, comme en fait, on revient à des instincts hyper primaires. Donc c'est intéressant de s'intéresser personnellement à notre rapport à ça
en préparation à l'accouchement, de dire en fait qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Aujourd'hui, les accouchements sont médicalisés, c'est bien parce que ça nous permet d'être aussi plus en sécurité. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre entre moi et ma sécurité un peu ancestrale et qui va activer mon système nerveux. Et c'est des choses pareilles qui vont servir, je pense, après dans une carrière de sportif pour être connecté à ça et dire en fait le système d'alarme, est-ce qu'il est vraiment profitable là dans ma performance. Bon, ça sera un autre sujet, tiens, un Allez, autre podcast. lancé. Bon, en tout cas, je pense qu'on a bien rodé. Je sais pas si tu voulais ajouter des choses pour clôturer. Je trouve que c'était pas mal, avec un Non, je crois que conseil moi de j'ai dit lecture. tout ce que j'avais mis dans mes petites notes, bon, Assez tout a bien, été dit. allez. Ben, allez, et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur l'activité physique ou sur, les micronutriments, le pan hormonal. Du coup, Elsa, elle va se faire un plaisir de répondre à tout ça. S'il vous plaît, faites des commentaires bien construits parce qu'il y a un monsieur qui faisait des commentaires sur YouTube qui pense que la Il terre est encore fallait plate pas et tout. attraper la ménopause parce que c'était une mauvaise maladie. C'est une maladie occidentale, par exemple. Non, on rigole, hein, c'est le commentaire qu'on nous a fait sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, il n'y a pas de mauvaises questions, donc c'est pas des questions un peu absurdes comme ça. On répondra à tout et en tout cas, on vous dit à la prochaine, donc dans 2 semaines pour le prochain épisode. Yes, Salut à Elsa. bientôt. Salut, salut.